vois les guides. Bon allez, on y va. C'est la musique de quoi ça? Attendez. Je la connais cette musique, mais je sais plus dans quoi j'ai entendu. Elle est grave connue cette musique. Ceux qui connaissent déjà un peu mon contenu savent que je parle souvent d'antipsychiatrie. Malheureusement, j'ai jamais eu le temps de vraiment C'est Death Note ça? Ah ouais? développer mes pensées sur le sujet, alors aujourd'hui on va en parler plus en détail. Cette vidéo ne vise pas à être un cours exhaustif sur l'antipsychiatrie, ce serait beaucoup trop large pour pouvoir faire ça, mais simplement à vous partager mes pensées et mon expérience sur la psychiatrie et plus généralement sur notre manière de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques. Il assure grave. Moi j'ai envie de voir sa vidéo parce que je suis pas sûr d'être d'accord avec lui. En même temps j'ai pas un avis forgé carré sur l'antipsychiatrie, mais je connais un petit peu la question. Je sais de quoi ça parle. Donc j'ai envie de voir sa vidéo quoi. Il va m'apprendre des trucs mais je sais pas si je vais être d'accord, on verra. La psychiatrie, c'est un ensemble de courants de pensée qui considèrent que la psychiatrie est illégitime, voire qu'elle n'est pas un courant de la médecine au même titre que les autres, et qu'elle est généralement nuisible. Bon, déjà, en général, lorsque vous tenez ce genre de propos ou même que vous osez critiquer les traitements médicamenteux, vous êtes toujours confronté à deux types de réactions différentes. Soit on vous dit que votre discours est dangereux parce que, je cite, la psychiatrie sauve des vies, soit on vous prend directement pour un fou sur la base que vous ayez une expérience avec la psychiatrie. C'est quoi le blaze du gars? C'est Let's Love Slave. Les gens l'appellent Slave. Des vies, soit on vous prend directement pour un fou sur la base que vous ayez une expérience avec la psychiatrie, donc tout ce que vous avez à dire de négatif à son sujet vient probablement de votre aliénation mentale. En gros, on a tendance à rejeter catégoriquement toute pensée critique de la psychiatrie. Votre expérience est complètement invisibilisée. En dehors Bah ouais, et puis c'est le problème de la science en Occident, quoi. Les gens ne comprennent pas la méthode scientifique, ils croient en la science, c'est devenu une nouvelle croyance, une nouvelle religion. des cercles restreints des communautés. Et donc la psychiatrie, c'est un peu ce truc de, voilà, c'est la blouse blanche, quoi. Comment tu oses critiquer les hommes en blouse blanche? Mais qu'est-ce qui te prend? Ils savent mieux que toi. En ligne centrée autour de l'antipsychiatrie, on a du mal à parler des problèmes de l'industrie psychiatrique. Ça, c'est quelque chose qu'il m'arrive très souvent de constater dans mon propre espace commentaire. Pourtant, je reçois aussi des commentaires de gens. Le commentaire là. Quelque chose qu'il m'arrive très souvent de constater. Nous t'invitons donc à faire 10 ans d'études de médecine afin d'apporter autre chose que des critiques. Waouh, les gens ne connaissent pas Canguilhem, hein. Il serait temps de leur apprendre que c'est un courant qui existe depuis si longtemps, l'épistémologie. Dans mon propre espace commentaire. Pourtant, je reçois aussi des commentaires. Attends, il en a fait, hein. Canguilhem, il a fait plus que 10 ans d'études, il a fait une thèse en philosophie après ses études de médecine, hein, bon. De gens qui relatent leurs expériences négatives avec la psychiatrie et parfois c'est vraiment choquant. Ça veut donc bien dire qu'il y a des mauvais traitements en psychiatrie, que ces expériences existent et qu'elles méritent tout autant d'être partagées que les expériences positives. Je pense que c'est pertinent de parler un peu de ma propre expérience avec la psychiatrie et de ce qui m'a amené à développer ce point de vue anti-psychiatrique. Alors déjà, j'ai grandi dans une secte, j'ai été victime de toutes les formes d'abus possibles dans l'enfance. Putain. Ce qui m'a amené à commencer à prendre des drogues très jeune, et plus tard, j'ai eu plusieurs épisodes psychotiques. Dans une secte, mais genre quoi? Jéhovah? Évidemment, tout ça Il a fait un live dessus. C'est quoi? Vous savez la secte ou pas? m'a amené à voir le monde de la psychiatrie d'assez près et à être hospitalisé plusieurs fois. J'ai donc plusieurs troubles diagnostiqués, dont des TOC, de l'agoraphobie, de l'anxiété sociale, un SSPT, et j'en passe, on parlera plus tard de secte New Age. Putain, ça me fait penser d'ailleurs les gens. Attendez, je coupe la vidéo. Cette BD, ça reste un classique, hein. C'est quoi SSPT? Ah, il a parlé de SSPT, je ne sais pas. Un raélien peut-être? Ah, peut-être, hein. Non mais les gens. Cette BD, ça reste l'une des meilleures BD sur comment dire, sur les trucs New Age. Alors c'est ancien, hein. Ça parle des trucs New Age dans les années 70, 80, 90 et tout. Mais c'est trop bien si vous connaissez pas ça. Ça s'appelle L'Ascension du Haut Mal de David B. Ça fait longtemps, hein, c'est un des créateurs de l'association. On voit à l'envers. Oui, bah tu te débrouilles. Mais en gros, c'est un gars qui raconte comment son frère, qui avait l'épilepsie, c'est ça? À savoir que l'épilepsie, il y a longtemps, on appelait ça le haut mal. C'était une autre désignation du truc. Bah en fait, à l'époque, on savait pas soigner ça. Du coup,
quand son frère atteint d'épilepsie assez aiguë, avait beaucoup de crises et du coup ça pourrissait la vie de tout le monde, de ses parents et tout ça. Enfin, c'était très dur à vivre, quoi. Enfin, c'est toujours le problème quand t'as une personne dont tu dois t'occuper, qui fait beaucoup de crises et qui a beaucoup besoin d'aide, quoi. Et bah du coup, ils ont essayé d'aller dans plein de sectes. Vu que la médecine pouvait pas les aider, il raconte comment toute son enfance, c'est ses parents qui vont de secte en secte en essayant de trouver, je sais pas moi, des régimes alimentaires ou alors des thérapies ou alors des croyances qui permettraient de sauver le gamin, de le soigner. Et finalement, ça n'a jamais fonctionné. Et il raconte comment ses parents sont passés vraiment par toutes les sectes. Et c'est ça qui est fascinant avec cette BD, c'est que déjà c'est une histoire vraie, mais en plus c'est vraiment une encyclopédie de tous les courants New Age de l'époque, parce que ses parents ont vraiment été piochés partout. Et ils n'ont pas seulement été piochés, ils ont été rencontrer les gourous, ils ont fini par vivre dans des communautés reclus du monde et tout ça. Du coup, je trouve que c'est une des BD qui en parle très très bien. Et en plus, c'est stylé graphiquement, il a vraiment son style David V là. Bien cool, hein. Je vous jure, hein. Bref, un grand classique. Redis le titre. L'ascension du haut mal. Voilà, si vous connaissez pas. Quelle époque? Mais c'est vieux ça, je crois. C'est vieux, David B. Ah, ça date de 2015. C'est pas si vieux que ça. Ah, ça fait 9 ans, quoi. 96 à 2003. Non, mais la BD, la publication, c'est 2015 apparemment. Bref. Attendez, je vais la ranger. Le tome 1, 96. Ah ouais, ça date de 96. C'est une réédition. Ah oui. Merci le BG des forêts. Ah ouais, le truc est sorti en 96. Et il y a eu plusieurs tomes. Et donc ça, c'est le compilé de tous les tomes, c'est ça? C'est l'édito de 2015. Ok, ça c'est la version Big. Bah écoutez, vous le savez, l'association a fait l'édition Big. Moi, je vous invite vraiment à la lire, hein. C'est une des BD les plus cultes, à mon avis, de France. Dans le côté un peu roman graphique, c'est l'une des meilleures qui existent. Voilà. Et qui est très intéressante parce que ça raconte vraiment un truc, quoi. Contrairement à d'autres BD... Oh putain, j'ai envie d'être... j'ai envie d'être réac. Oui, non, mais c'est bon, quoi. Il y a 400 BD où il y a des féministes qui racontent la charge mentale. Bon, voilà. Là, vous avez un truc, ça parle pas de ça, mais il y a du vécu, quoi. Après, force aux féministes, il y en a qui vivent des choses. Mais pas toutes. C'est un peu vrai. Bah, bien sûr que c'est un peu vrai, c'est un business, hein. Moi, je raconte toujours l'histoire où, quand j'étais en licence de BD, j'ai parlé à mon prof, qui à l'époque était quelqu'un qui m'épaulait beaucoup parce que j'étais... Comment dire, j'étais une de celles qui dessinait le mieux, qui avait beaucoup de talent dans ma promotion. Et quand je lui ai demandé des conseils sur la première chose que je devais publier, il m'a dit « Ah, mais tu es une femme trans !» Mais ça intéresse les éditeurs. Va voir un éditeur et propose-lui une biographie de femme trans. Raconte tes problèmes. Moi, j'étais en mode, bah, non. J'ai peut-être envie de faire une fiction, j'ai peut-être envie de... L'art, j'ai envie de faire un truc et tout. Et il m'a dit, bah oui, mais c'est vendeur. C'est vendeur. Et c'est la position des éditeurs. Croyez pas, hein, le capitalisme, il fait feu de tout bois. Vous avez beau avoir des médias détenus par des milliardaires qui sont profondément anti-féministes ou anti-queer et tout ça, c'est pas pour autant qu'une maison d'édition, elle fait pas du business sur votre biographie queer ou féministe, hein. Donc ça, c'est vendeur. Après, ça veut pas dire que le contenu est mauvais, hein, mais ça veut dire que ça existe et que c'est un business. De toute façon, voilà, soyez pas bêtes, vous le voyez bien, quoi. Des féministes blanches bourges qui font 3000 bouquins pour parler de leurs problèmes et qui arrivent à vivre de ça, voilà, hein. Et si jamais elles n'arrivent pas à tryhard dans cette side, elles peuvent devenir comme Dora Muto et Stern, elles deviennent... elles se transforment en réactionnaires et ça fonctionne autant, c'est un business aussi, quoi. Bref. De l'agoraphobie, de l'anxiété sociale. Attendez, je remets en arrière du coup. J'ai commencé à prendre des drogues très jeune, et plus tard, j'ai eu plusieurs épisodes psychotiques. Une balle pour Pénélope Bagieux? Oui. Après, c'est pas la pire, hein. Alors ouais, elle fait son truc. Justement, Pénélope Bagieux, elle essaye pas tant que ça d'avoir un discours crari militant, hein, je trouve. Très normie. Donc ça me dérange moins, en limite. Évidemment, tout ça m'a amené à voir le monde de la psychiatrie d'assez près et à être hospitalisé plusieurs fois. J'ai donc plusieurs troubles diagnostiqués, dont des TOC, de l'agoraphobie, de l'anxiété sociale, un SSPT, et j'en passe, on parlera plus tard de la légitimité du diagnostic psychiatrique. Ouais, c'est quoi SSPT? Je connais pas.
Définition, syndrome de stress post-traumatique. Ah oui, on dit comme ça, on dit pas PTSD, ça c'est en français quoi. Trouble anxieux dont souffrent certaines personnes après avoir été témoin d'un événement qui a provoqué ou menacé de provoquer un grave traumatisme ou un décès après avoir vécu cet événement. Ok. Oui, c'est le nom français de PTSD, ok. Je me suis aussi vu prescrire tout un panel de médicaments psychotropes, des anxiolytiques, des neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs et j'en passe, qu'on m'a parfois prescrit très jeune et bien entendu sans jamais m'expliquer tous leurs effets secondaires. Parce que dans cette branche de la médecine, le consentement éclairé n'existe pas. De toute façon, vous êtes un aliéné, vous ne comprenez pas. En gros, tout ce que vous devez retenir, c'est que j'ai vu et vécu pas mal de choses en lien avec la psychiatrie. Putain, moi ça me rassure parce que quand j'étais gosse, quand je devais avoir 12-13 ans, donc déjà ado quoi, bah, j'avais le truc de dysphorie, je commençais à en parler à la psychologue que je voyais, mais aussi à la médecin. Et en fait, elle s'en battait un peu les couilles. Par contre, j'ai dit que du coup, j'avais peur des gens dans la rue, et elle m'a prescrit agoraphobe, et normalement, je devais avoir un traitement. Et finalement, ma mère, elle a tellement la flemme d'aller à la pharmacie que j'ai jamais eu ce traitement. Mais en fait, elle a eu raison. Parce que en fait, je n'ai jamais eu un problème d'agoraphobie. Ça a toujours été lié au fait que j'avais peur que les gens ils perçoivent mon imaginaire féminin, genre le fait que j'étais mal à l'aise avec mon genre et j'avais peur que ça transpirait. Et c'est ça qui me donnait peur qui me faisait peur chez les gens, c'est de me sentir violenté en fait, qu'on puisse m'agresser. Chose qui a complètement disparu aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Enfin, j'ai toujours des craintes, mais j'ai un très bon passing donc. Toutes les fois où j'ai été hospitalisé, parfois sous contrainte, c'était dans le public, c'est-à-dire pas en clinique. En France, il est possible d'enfermer un mineur sans son consentement sur simple demande des parents. Et pour un adulte, il n'y a besoin de l'avis que de 2 psychiatres pour ordonner une hospitalisation forcée à la demande d'un tiers. Et dans 2 psychiatres, donc c'est un conseil, un colloque. Dans le cas de ce qu'on appelle une situation de péril imminent, un simple certificat suffit, même pas besoin de l'avis de votre famille. Ensuite, votre destin est dans les mains du juge qui n'est consulté qu'après 2 semaines. Et puis c'est pas seulement la famille, hein, c'est aussi... je crois que ça... Alors, à qui appartient la décision? Par exemple, si la police, elle chope quelqu'un dans la rue, je sais pas moi, un SDF complètement fou, enfin dans le sens où, je sais pas, il a pété son câble, les flics l'ont chopé et tout, à qui appartient la décision de pouvoir interner le type? C'est la préfecture, non? Je crois. Je crois que c'est une affaire de préfecture. Il vient de le dire. Bah non, il a parlé des familles, là. De ce qu'on appelle une situation de péril imminent, un C'est le préfet au nom de l'État. Oui, c'est ça. Hein. simple certificat suffit, même pas besoin de l'avis de votre famille. Ensuite, votre destin est dans les mains du juge qui n'est consulté qu'après 2 semaines. Et vous vous doutez bien qu'en hôpital psychiatrique public, le temps passe très lentement. Ceux qui sont déjà passés par là partageront très certainement mon expérience. Moi, j'y ai jamais été, mais j'ai un pote qui a été. Il a fait une dépression et ses parents, du coup, l'ont envoyé là-bas. Heureusement, c'était pas en mode détention. Et en fait, bah, il y a été, il y a passé une journée, et ça l'a fait aller mieux, en fait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il voulait pas rester. Du coup, il s'est dit, putain, c'est peut-être bien de vivre ma vie en essayant d'être heureux, plutôt que de me retrouver dans une situation où les gens ont envie de me mettre en asile. Voilà, c'est comme quoi, bon. Et voilà, force aux gens qui sont coincés en asile, quoi. C'est un cauchemar. Il l'a échappé belle, j'ai envie de dire. Manque de place, manque d'empathie de la part du personnel médical, les doses prescrites qui sont faramineuses, on vous attache si on vous juge agressif, on vous force la plupart du temps à vous médicamenter. En gros, on nie votre propre autonomie corporelle en prétextant que vous êtes trop aliéné pour décider par vous-même. En pédopsychiatrie, j'ai déjà vu une infirmière plaquer violemment un patient même pas un peu agressif contre le mur, comme ça, par simple énervement. Et c'était un enfant. Je vous parle pas d'histoire éloignée. Moi, ça me fait penser aux EHPAD aussi. Merci Bouli. Le pire, c'est les EHPAD, parce que ils peuvent même pas se défendre, les vieux. Du coup, on se comporte mal avec eux, mais eux, en plus, voilà, ce sont des corps, ce sont des êtres de chair qui peuvent pas trop bouger et qui subissent, quoi. Mais voilà, c'est toujours aussi lié. Enfin voilà, la double critique, c'est que c'est à la fois le dispositif et l'institution qui créent le mal-être, mais c'est aussi les politiques de chiffres et qui empirent tout ça, quoi. Bon, faut être lucide. Qui n'arrive qu'aux États-Unis, comme on a pu me le dire dans mes Ah mais les enfants aussi, oui, bah, les enfants c'est encore pire, quoi, parce que comment tu construis des individus en les traumatisant comme ça, quoi. Après ça donne des TikTokers complètement fous, stylés un peu. Après c'est voilà.
et c'était un enfant. Je vous parle pas d'histoires éloignées qui n'arrivent qu'aux États-Unis comme on a pu me le dire dans mes commentaires, je parle bien de mes propres expériences en France dans les hôpitaux publics. Rares sont les lieux où il est encore possible d'observer cette déshumanisation totale. C'est uniquement parce qu'on vous a imposé le titre de fou qu'on se permet de vous faire subir ce qu'on n'oserait même pas vous faire en prison. Évidemment, je me sens obligé de le préciser au cas où des futurs infirmiers, psychiatres ou même des personnes qui ont juste déjà travaillé dans le milieu médical tombent sur cette vidéo. Je sais très bien que dans la plupart des cas, vous voulez vous lancer dans cette profession parce que vous avez un vrai désir d'aider les personnes souffrant de pathologie mentale. Je sais que les mesures de contention sont soumises à des... Merci Icoric. Mais oui d'ailleurs, et puis toujours souvent le discours anti-psychiatrie, les gens sont bêtes, ils sont en mode tu veux que je n'ai plus de travail alors que j'essaye de bien faire mon travail. Mais non, mais c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce que le milieu du travail te pousse à faire et à devenir en fait. Quel genre de merde tu finis par devenir. En fait j'ai envie d'être comme Raz, j'ai envie de dire ok, les profs de gauche, les profs conscients, ils finissent par démissionner. Bah désolé mais... Merci Spixis pour les 100 bits. C'est pareil pour les psys et c'est pareil pour les flics. Un flic conscient, un flic de gauche, il va finir par démissionner. Bah un psy de gauche et un psy conscient, ils pourraient finir par démissionner aussi. Mais après, force, il y en a qui le font pas et qui essayent quand même dans les conditions qui sont les leurs de step up et d'essayer de faire des choses qui changent un peu, quoi. C'est comme le mec là, le prof. Il y a des gens sur mon chat, ils étaient critiques. Le mec qui a mis en place le fait d'avoir une pédagogie où il appelle souvent les parents et du coup il essaye il a des meilleurs résultats. Il essaye de s'impliquer un peu plus dans la vie des élèves et tout ça. Il y en a beaucoup pour dire c'était du contrôle, ça pue un petit peu. Bah ouais, mais désolé. Moi je respecte les gens qui essayent de jouer un peu leurs cartes dans un système vicié en fait. C'est mieux que rien en fait. Donc on est dans cette shit, hein. Donc force aux psys qui essayent de faire un peu des choses. Il y a des anti-psys qui sont des psys en fait. C'est même plus courant qu'autre chose parce que c'est la question, ils y pensent tous les jours, c'est leur métier. Donc ils essayent de faire des choses. Pas à pas quoi. Protocoles précis et sont censés vraiment aider un patient là où il n'y a pas d'autre solution. Mais... Oui parce que rappel en fait, oui pour éclairer un peu le truc anti-psy. C'est un courant qui à la base vient beaucoup d'Angleterre, qui s'est beaucoup basé sur plusieurs personnes. Foucault, hein. Mais Foucault qui n'est pas un anti-psy en soi. On lui a beaucoup prêté des intentions anti-psy avec Histoire de la folie à l'âge moderne là. Alors que non, c'est plus un sceptique, c'est plus... et il appartient peut-être plus à un courant réformiste. Et puis même son boulot, c'est pas de prescrire ce qu'il faudrait faire. Lui, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une analyse généalogique, sceptique des vérités générales qui sont admises à notre époque. Donc allez lire hein, d'ailleurs Histoire de la folie à l'âge classique. Je l'ai pas fini, je suis en train de le lire, mais il est très très bien. Mais voilà. Et après, d'autres personnes, j'avais noté un petit peu. Je pense qu'il y a un gars qui m'intéresse que j'ai envie de lire du coup, que je connaissais pas, c'est Ian Hacking, qui a fait un bouquin qui s'appelle The Social Construction of What. Et en fait, il prend des articles de journaux, des intitulés qui disent la construction sociale de quelque chose. Et son bouquin, je crois, c'est prendre 18. Il y a 18 chapitres avec à chaque fois 18 discours différents sur la construction sociale de quelque chose. Et y compris la construction sociale de la schizophrénie, la construction sociale de la dissociation identitaire. Il aborde ces questions, mais pas que. Il aborde aussi les communautés homosexuelles, il aborde aussi enfin bref, il y a plein de trucs, mais ça a l'air... Mais voilà, mais c'est pour ça que je disais que l'antipsychiatrie, en fait, ça fait partie du courant constructiviste. Le courant constructiviste, en fait, il part du principe que il faut toujours se méfier de quand on crée une catégorie, notamment dans la médecine, hein, quand il aime l'épistémologie, tout ça, il faut toujours s'en méfier parce que le malade, il est malade au sens où, non pas qu'il n'est pas normal, mais qu'il ne fait, il n'entre pas en résonance avec le discours normatif. Et la définition qu'il donne à peu près du malade, alors je m'en souviens plus exactement, mais c'est que le malade... Donc ça peut être autant du point de vue psychiatrique que du point de vue médical, hein, quelqu'un qui a une amputation ou qui a une déformation et tout ça, c'est quelqu'un qui résonne une valeur négative au sein d'un espace normatif. Voilà. Le truc simple pour dire, c'est que globalement, si on vivait sur une île et qu'il y avait que des gens qui avaient une jambe, bah avoir deux jambes, ça serait être une valeur négative au sein d'un discours normatif, quand bien même on se déplacerait mieux sur deux jambes. C'est pas perçu comme quelque chose de normatif, en fait, c'est mal vu. Et donc, l'institution médicale en elle-même va se construire en créant une anomalie, en fait. Et le truc vis-à-vis du discours antipsychiatrique, c'est de dire, le problème fondamental de la psychiatrie, c'est que elle produit des catégories,
qui sont le reflet de ce qui est antinormatif. Mais en fait, les individus qui sont mis dans ces catégories vont produire eux-mêmes leurs symptômes à partir du fait d'être mis dans cette catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que se retrouver dans un asile à être contraint et à ce qu'on n'écoute plus ta parole et à te dire non, tu es malade, maintenant tu n'as plus à réfléchir, tu es un malade, tu vas prendre tel médicament, on va on va te traiter de telle manière, et bah tu finis par concéder. Soit tu te rebelles, hein, mais dans ce cas-là c'est dur. Soit pour sortir, tu finis par par consentir à ce discours. Et on veut que tu sois un peu une tête vide, quoi. On veut que tu sois une tête vide, on veut que tu te laisses guider. Et du coup, tu deviens l'objet que la psychiatrie désire de toi. Mais dans ces cas-là, c'est pas que la psychiatrie soigne quelque chose qui serait là à la base. C'est qu'elle construit la folie, en fait. Dans le sens où il existe peut-être une folie à la base. Il existe une folie, mais comme une réaction au monde, en fait, à l'environnement, à l'injustice, au fait qu'il y ait des gens pauvres, au fait qu'il y ait des gens exclus, ou des gens coincés chez eux, qui n'ont pas d'amis. Enfin, il y a plein de manières de devenir fou, en quelque sorte. Sauf que la psychiatrie produit des catégories, et pour pouvoir sortir de cet enfer, il va falloir y croire. Parce que si vous y croyez pas, bah vous sortez pas, en fait. Donc il va falloir... Enfin, c'est un appareil de pouvoir très très fort. Shutter Island, c'est un film antipsychiatrique? Non. Non. Vous voyez, Vol au sud d'un nid de coucou, ça l'est beaucoup plus. Shutter Island, non, c'est plus un peu le spectacle. Bah non, Shutter Island, la morale à la fin, c'est que waouh, le personnage il est quand même sacrément fou, quoi. Ils ont bien raison de le garder dans l'asile, quoi. Bref. Et à la fin, je crois, il se fait lobotomiser, c'est ça, non? Shutter Island, c'est surtout un film de merde. Bah, il est bien écrit. Dans son suspense, il est très bien écrit. Mais après, dans sa morale, oui, bon, bref. A des protocoles précis et sont censés vraiment aider un patient là où il n'y a pas d'autre solution. Mais ne me faites pas croire que les abus n'existent pas. Une infirmière au bout du rouleau qui maltraite un patient pas agressif mais chiant, ça arrive, et c'est d'autant plus facilité par le contexte hospitalier où les patients sont globalement vulnérables et très peu considérés. D'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales de 2017, le nombre de soins sans consentement augmente et les mesures prises pour péril imminent ont plus que doublé entre 2012 et 2015. Ce qui était censé être exceptionnel est presque en train de devenir ordinaire. Oui, et puis en plus, on a souvent ce truc de se dire aussi vis-à-vis de la science que le progrès scientifique fait en sorte que nous allons de plus en plus vers un monde où nous avons une sorte de justice médicale, dans le sens où on traite de mieux en mieux les gens. Et voilà, mais en fait c'est faux. Surtout du point de vue psychiatrique, ça veut dire qu'à la base, quand vous prenez l'histoire de la psychiatrie, ça a été un progrès social. Je rappelle de ce dont parle Foucault dans le début de son bouquin, c'est qu'à une époque, les indigents, là où on mettait les fous, c'est là où on mettait les mendiants, et c'est là où on mettait les pauvres, les gens incapables de se gérer eux-mêmes aussi. On les enfermait tous à l'hôpital général, et voilà, on s'en battait les couilles. À un moment, la psychiatrie, là où ça a été un progrès social, c'est qu'il y a des gens pour s'intéresser à la question et pour se dire non. C'est pas pareil d'avoir des problèmes mentaux que d'être une personne mendiante, sans travail, désœuvrée en quelque sorte. Et donc, on va créer des lieux de soins où on va accueillir ce public-là, on va créer une différence, on va mieux les traiter et on va s'intéresser à essayer de, comment dire, de s'intéresser à eux, de s'intéresser à ce qui se passe dans leur tête. Et c'est comme ça que la psychiatrie se construit à la base. Et il y a des expériences de psychiatrie à l'ancienne qui sont beaucoup plus saines en fait, où tu as des chercheurs, des gens qui... Parce que c'était une époque où on n'était pas convaincus de ce qu'on faisait. On était en pleine découverte. Donc les gens qui ont commencé à s'intéresser au sujet, ils essayaient d'écouter les patients, ils essayaient de construire un discours psychiatrique et tout ça. Alors des fois, c'était l'époque, hein. C'était horrible, hein. Enfin, ça n'empêchait pas de maltraiter les gens. Mais la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un appareil psychiatrique qui est absolument convaincu de savoir exactement ce qu'elle fait, alors que globalement, la situation, c'est que on a juste des gens qui vont te bourrer de médoc et qui ne vont jamais s'intéresser aux causes environnementales de ce qui produit la maladie mentale. Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question du fait que... En fait, vous allez vous retrouver dans des situations où votre problème, c'est l'isolement social. Problème d'isolement social qui produit chez vous quelque chose de irrationnel au sens normatif. Et vous allez être identifié comme étant responsable individuellement de ce qui vous arrive. Et c'est ça que produit la psychiatrie. Ça veut dire que c'est pris dans une matrice qui ramène toujours à l'individualisme. Au fait que ton problème,
c'est toi. Et c'est pas du tout le fait de ce qui t'arrive autour. Hein. Des fois, tu pètes un câble au travail, tu deviens complètement taré parce que t'en peux plus de ce que tu vis au travail tous les jours. Et bah, face à un psychiatre, le mec, il va te dire, bah non, c'est ta faute. C'est pas la faute du système dans lequel t'es. Et le fait que, globalement, te lever à des heures de fou pour faire un travail éreintant et pas avoir de temps pour toi, bah c'est normal, en fait. C'est à toi d'apprendre à vivre dans ce monde de merde. Et on va te donner des médicaments pour que tu penses à autre chose et que tu sois là et que ton cerveau vide et que tu ailles continuer à bosser. Parce que c'est ça, très intégré dans la société. Après, c'est horrible, mais désolé. Enfin, je veux dire, sinon, prenez un RSA et essayez d'être heureux, mais c'est un peu la sauce, quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat au RSA, mais c'est ça aussi que produit la psychiatrie. Et c'est pour ça que moi aussi, moi, de base, je n'aime pas les psys aussi pour ça. Je n'aime pas les psys aussi pour ça. Mais moi, j'ai eu la chance aussi de connaître des psys qui étaient cool, des psys militants. Notamment celle qui s'est occupée de moi, qui m'a accompagné durant mes débuts de transition, qui était une psy féministe et qui prenait le temps avec moi et qui m'a donné beaucoup d'outils militants féministes pour comprendre ce qui m'arrivait en fait, la condition féminine, qu'est-ce que c'était, que d'un coup être, je sais pas, sexualisée par les hommes. Voilà, elle m'a parlé de dépente, hein. Cette psy-là, elle s'est pas contentée de m'écouter ou de vouloir me filer des médocs, elle m'a parlé de dépente, elle m'a jamais filé aucun médoc. Voilà. Et elle parlait. La différence, c'est qu'elle se contentait pas juste d'être dans cette posture d'écoute. Il y a une posture rassurante pour un psy. Hein. C'est une manière de se cacher. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est les psychanalystes qui le font encore plus. Ils se cachent derrière leur posture de je suis dans ma chaise, je t'écoute, je prends des notes. Alors que bon, globalement, la moitié du temps, ils comprennent pas ce que tu dis. Quoi. Ils essayent juste de te faire rentrer dans un cadre. Et voilà. Moi, la psychanalyse, je trouve ça pire, mais ça a moins d'effets dangereux dans la société. La psychiatrie produit plus de mal-être que la psychanalyse. Mais si on prend le fond des idées, la psychanalyse, c'est pire. Voilà mon avis. C'est juste que la psychiatrie, c'est plus large. Donc ça, c'est une question plus importante. Voilà. Mais moi, je suis pas non plus anti-psy au sens abolitionniste. Moi, je suis plus une réformiste, je pense. Hein. Je pense être plus réformiste, quoi. C'est quoi la différence ? Bah, la psychanalyse, ça descend de Freud. Donc il y a eu Lacan, il y a eu Jung et tout ça. Enfin, il y a différents courants. Et la psychanalyse, c'est plus la psyché-analyse. C'est quelque chose qui est arrivé en Allemagne. Après, il y a eu différentes écoles. Et puis, c'est un autre courant que la psychiatrie. La psychiatrie étant institutionnalisée du point de vue médical, hospitalier et tout ça, comme étant une sorte de médecin capable de te prescrire aussi des médocs et une sorte de médecin de l'esprit, enfin un médecin psychologique. Quoi. Ce qui fait que globalement, ils savent mieux faire leur travail que les psychanalystes parce qu'ils sont moins des charlatans. Mais c'est pas pour autant qu'ils questionnent pas le système dans lequel ils travaillent et qu'ils te bourrent pas de médocs pour essayer de te faire tenir dans voilà quoi. Enfin, le problème, c'est que, bah, je le répète, hein, un psychiatre de gauche conscient de l'époque dans laquelle il vit, globalement, il a de bonnes raisons de démissionner. Et en même temps, il a des raisons aussi de rester et d'essayer de faire des choses. Psychiatrique, c'est plus chimique. Bah, il a une autorisation de prescription de médoc. Il a une formation de médecin prescripteur, donc il a une compétence supplémentaire, c'est sûr. Et la psychanalyse, c'est autre chose. Enfin, Mais de toute façon, la psychanalyse, il y a eu beaucoup de merde. Mais à partir du moment où tu acceptes de ne plus écouter le discours psychanalytique comme une science, mais de l'écouter comme une théorie de l'esprit, comme une philosophie, il y a des choses intéressantes à en tirer. Hein. Moi, je trouve que Jung, par exemple, il y a un peu des trucs de génie. Il y a des trucs très intéressants. Il y a des trucs où c'est de la pure merde, genre anima animus, la division de l'esprit sexué ou des choses comme ça. Mais après, la question de l'ombre, dans les rêves. Moi, notamment, un truc que je kiffe de fou dans la psychanalyse, c'est l'interprétation des rêves. C'est très stylé. Et rappel, hein, les antiracistes, ils aiment bien lire Fanon. Fanon, il était beaucoup dans cette side-là. Hein. Peau noire, masque blanc, il y a toute une partie du bouquin où ça parle de... Comment dire ? Ça parle de l'interprétation des rêves des colonisés et le fait qu'au final, il a arrêté d'essayer de soigner des colonisés quand le symptôme, la cause principale de leurs symptômes, c'était la colonisation. Butler aussi. Ah, je connais moins Butler là-dessus. Mais Butler, elle est un peu... Des fois, elle a des angles qui me font peur. Elle est trop bandeuse des psychanalystes. Mais voilà, globalement, la psychanalyse, c'est ça, quoi. Arrêtez de penser que c'est une science, parce que sinon, vous allez vous faire du mal. Parce que, bordel de merde, ça en est pas une. Et le problème principal des psychanalystes,
c'est qu'il y a des gens qui ont fini par en faire un business médical. C'est une pseudoscience en ce sens-là. Par contre, si tu prends les auteurs psychanalystes comme des théoriciens de l'esprit ou comme des philosophes, ils peuvent être intéressants. Mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Le problème principal de la psychanalyse, c'est d'avoir voulu se prendre au sérieux. Alors qu'il faudrait qu'elle ait l'humilité de se penser comme une tentative conceptuelle. Et non pas comme un dogme. Voilà, mon avis. J'ai voulu lire un bout sur les rêves de Freud, c'est très bizarre. Tout ça pour finir comme Gérard Miller. Non, pas non plus faire une généralité, mais oui. Bref. 2012 et 2015. Ce qui était censé être exceptionnel est presque en train de devenir ordinaire. Sans doute parce que c'est une solution plus simple lorsqu'il s'agit de traiter des cas complexes. C'est très facile de se retrouver pris au piège de la machine psychiatrique, d'être hospitalisé contre son gré ou de devoir se présenter à une structure médico-psychiatrique et se voir médicamenté de force. Imaginez que vous traversez une période difficile, vous avez pété les plombs à cause de la pression, je sais pas, vous êtes drogué en public et vous avez tapé une phase un peu bizarre. Et il suffit de l'évaluation d'un seul médecin qui va s'entretenir avec vous dans un moment où vous êtes déjà stressé, où vous êtes sous pression. En gros, un moment qui veut peut-être rien dire sur qui vous êtes habituellement. Mais ce seul entretien suffit à décider de votre sort et surtout à vous coller l'étiquette de déséquilibré mental. Et après... Bah ouais, et c'est pour ça que les diagnostics doivent prendre du temps. Mais quand t'es dans un système surchargé et que les gens n'ont pas le temps, bah voilà. 1 ou 2 rendez-vous et tu finis sous médoc et quel enfer, quoi. Encore un problème d'effectifs et de moyens. Et c'est pour ça que t'as presque envie de devenir abolitionniste, en fait. En mode, bah, on va jamais s'en sortir, donc go foutre à la poubelle toute cette merde. Je comprends le réflexe, hein. Mais je sais pas, moi j'ai connu des gens qui essayent de bien faire, donc je peux pas me contenter de dire ça. Après ça, c'est très difficile d'être écouté par le personnel médical. Tout ce que vous direz sera interprété à travers le prisme de ce qui a été inscrit dans votre dossier ce jour-là. Et si vous passez devant le juge, il vous considérera aussi comme un fou parce que, après tout, c'est ce que les médecins ont décidé que vous étiez. Donc, si vous contestez la décision de vous enfermer ou de vous forcer à prendre un traitement médicamenteux très lourd, c'est normal, c'est parce que c'est un symptôme de votre maladie. C'est une boucle infernale composée de démarches administratives sans fin et de persécutions médicales. Pourtant, les erreurs de jugement de la part du corps médical. Et en plus, là, il le prend comme une position où le patient est tout à fait conscient et contre ce diagnostic qui finalement l'enferme dans une case et tout le restant de sa vie, dès qu'il va faire face à un médecin, on va lui rappeler ça et on va pas écouter le fait qu'il a peut-être un discours qu'il peut produire lui-même vis-à-vis de comment il gère sa vie, comment il s'est amélioré sur cette chose-là et tout ça. Non, le médecin, il s'en fout. Il lit dans le dossier qu'il est marqué schizophrène et il va se contenter de ça. Alors que des fois, la schizophrénie, c'est plus complexe que ça. Ça, c'est horrible, hein. Mais le pire, c'est que la plupart du temps, ça produit pas des individus qui sont contre ça. Ça produit des individus qui y croient. On va mettre dans leur dossier schizophrène et toute leur vie, ils vont être en mode bah ouais, merde, je suis cette merde de schizophrène. Allez-y, donnez-moi des médocs. Allez-y, oui, je peux pas me débrouiller tout seul. Oui, vous avez raison, monsieur le médecin, oui. Et c'est triste, hein. Parce qu'on leur donne jamais les outils pour s'en sortir. On leur donne les outils pour délayer le problème, en quelque sorte. Pour faire en sorte que le problème soit noyé sous la médecine. C'est parce que c'est un symptôme de votre maladie. C'est une boucle infernale composée de démarches administratives sans fin et de persécutions médicales. Pourtant, les erreurs de jugement de la part du corps médical arrivent bel et bien. Toujours d'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, 44% des internements n'étaient en réalité pas médicalement appropriés. Mais c'est pour ça, hein, quel zoomer de talent, hein. Si jeune et pourtant, si vite, il a eu des réflexes pour se dire c'est quoi cette shit. Go remettre tout en question. Je vais devenir anti-psychiatrie, hein. Franchement, bravo, hein. De jugement de la part du corps médical arrive bel et bien. Toujours d'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, 44% des internements n'étaient en réalité pas médicalement appropriés. Soit parce que les troubles ne justifiaient pas une hospitalisation, ou soit parce qu'une prise en charge d'ordre social aurait été plus appropriée. Et oui, parfois on impose des traitements lourds à des gens qui avaient juste besoin d'un peu de soutien de la part de leur communauté. Ou simplement de meilleures conditions de vie. Parce que le diagnostic psychiatrique, c'est aussi un outil pour pointer du doigt des éléments qu'on juge perturbateurs ou pas assez productifs pour la société. Bah ouais, mais bon, on préfère un mec sous médoc qui continue d'être livreur Uber Eats que quelqu'un à qui on offre une meilleure vie à la campagne parce qu'il a besoin de respirer, quoi. Enfin, globalement.
La question du diagnostic psychiatrique, c'était une des premières réflexions animant le questionnement des antipsychiatriques. Comment les aliénistes peuvent-ils pointer du doigt tel ou tel trouble psychique chez un patient, alors qu'il n'existe aucun biomarqueur permettant de constater avec certitude la maladie? C'est précisément pour essayer de répondre à ce problème majeur que les psychiatres du 19e siècle ont pendant longtemps consacré leur recherche à disséquer des cerveaux, en essayant d'y trouver des lésions anatomiques observables qui pourraient expliquer les troubles psychiques. Ils s'efforçaient de trouver des caractéristiques biologiques mesurables, à l'origine de symptômes précis et réguliers, sans doute aussi pour gagner en crédibilité auprès de leurs collègues, et donc diriger la psychiatrie au rang de spécialité de la médecine à part entière. Parce que oui, la psychiatrie est bien la seule branche de la médecine où on est parfaitement incapable de pointer du doigt un quelconque problème physiologique précis, ou même d'ailleurs d'établir des symptômes spécifiques qui se manifesteraient de la même manière pour tout le monde. Oui, et puis, je sais pas, en fait, c'est pour reprendre un peu le truc de Foucault. Foucault a fait la généalogie de la folie, ce qui a mené des gens à le penser profondément antipsychiatre, alors que c'était pas exactement ça. Mais il y a des gens qui ont aussi fait la généalogie de la biologie, et globalement, ça ne mène pas forcément à être anti-biologie. En fait, il y a un problème avec la psychiatrie, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est qu'à partir du moment où on établit que c'est une science, mais quand tu fais un discours critique sur la biologie, ben ça a pas mené des gens d'être anti-biologistes. Ça a mené à des critiques, épistémologiques, je suis d'accord, mais pas non plus à une position contre. Alors que le problème de la psychiatrie, c'est que ça mène à l'antipsychiatrie. Ça mène à te dire que toute cette merde, il faut refonder le truc de la cave au grenier parce que rien ne va, quoi. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les psychiatres n'ont jamais... Et puis aussi parce que les biologistes ont su, je pense, pour la plupart, ont su avoir des garde-fous et ont su remettre en question des choses horribles qui ont pu être faites, notamment la craniologie, le fait de comparer les crânes, même la théorie des races, finalement. Se manifesterait de la même manière pour tout le monde. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les psychiatres n'ont jamais réussi à découvrir quoi que ce soit de définitivement probant. Aujourd'hui encore, le diagnostic psychiatrique s'établit sur seule observation du patient. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il parle clairement? Est-ce que sa pensée a l'air claire ou désorganisée? Etc. C'est le résultat d'un dialogue entre le médecin et son patient. Cette approche ne se base sur aucun fonctionnement scientifique et pose déjà plusieurs problèmes. Un patient qui s'exprime mal se fera moins bien comprendre par le psychiatre, qui peut facilement confondre son manque d'éloquence avec le discours décousu d'un schizophrène. Je vous laisse en description le lien d'une étude assez intéressante qui parle exactement de... Et là où c'est complètement biaisé, c'est que, notamment pour la transidentité, la psychiatrie ne produit plus des sujets sincères qui sincèrement vont voir les psychiatres pour pouvoir potentiellement, je sais pas, même faire avancer la recherche et former les psychiatres à être capables d'accueillir des personnes trans. Non. Ça finit par créer des personnes trans qui sont conscientes à l'avance de devoir mentir aux psys pour obtenir ce qu'elles veulent. Il y a un problème fondamental à partir de là, quoi. Tu ne sers plus à être un flic médicament, un Jean-Michel qui te valide les médicaments ou non, et derrière, c'est un combat de manipulation entre le patient et son psy, quoi. Bon. Problématique du langage dans l'entretien psychiatrique et surtout du lien de causalité entre un manque d'éloquence et une erreur de diagnostic. Bien s'exprimer ou mal s'exprimer... Ah oui, c'est le bac, C'est aussi souvent... C'est le bac oral, c'est l'épreuve orale des médicaments, quoi. Souvent lié à votre milieu social. En gros, si vous êtes pauvre, vous avez plus de chances de vous faire injustement diagnostiquer schizophrène, et globalement d'être moins bien pris en charge. D'ailleurs, la notion de classe est fortement liée aux problématiques de santé mentale. Mais quoi qu'il en soit, la vie médicale du psychiatre est toujours influencée par des critères extérieurs. Il n'y peut rien, l'absence de méthode scientifique propre à l'entretien psychiatrique en lui-même rend toute objectivité impossible. Déjà, la distribution du pouvoir dans la relation psychiatre-patient est inégale. C'est toujours le psychiatre qui aura le dernier mot, c'est lui votre juge. Mais en fait, le problème, c'est que dans une société saine, les psychiatres, ils auraient une formation de sciences sociales et de sciences politiques. Voilà. Et aussi une formation de médecine classique, mais ça, c'est ce qu'ils ont et tout ça. Mais voilà, ils feraient des études transconnaissance, je sais plus comment dire. Parce que désolé, mais quand t'es un psychiatre, voilà le problème de rapporter tout à l'individu, à la responsabilité individuelle vis-à-vis de ce que tu traverses. Bah non, en fait. C'est genre, mais le problème, c'est que ça créerait tellement des gauchistes que personne ne veut ça. On préfère avoir des psychiatres ignorants qui individualisent les problèmes des gens que des psychiatres qui remettent en question la politique. C'est sûr. Plus, le psychiatre est soumis à toutes sortes de biais qui parasitent son observation et dirigent son opinion. Par exemple, chez les femmes, le trouble de la personnalité borderline est très largement surdiagnostiqué, alors que c'est un diagnostic particulièrement pesant pour le patient et qui nécessite souvent un traitement lourd. Une erreur de diagnostic a le pouvoir de baiser votre vie pendant de longues années. Oui. Mais pourtant, un diagnostic irréfléchi... Comme l'hystérie à l'époque de Freud.
Fuitable en psychiatrie, ça n'existe pas. Ça relève du pur fantasme. Rien ne dit que le patient saura exprimer correctement ce qu'il ressent de façon à être parfaitement compris par le psychiatre. Le patient exprime des concepts parfois abstraits, des émotions complexes, et même quand il s'agit de décrire des symptômes, il ne maîtrise pas nécessairement le lexique médical. Il peut confondre, se tromper et du coup induire le psychiatre en erreur. Au final, le diagnostic psychiatrique se base sur un système de catégories composé de critères. Puisque les aliénistes n'ont pas réussi à trouver des lésions anatomiques concrètes sur lesquelles baser leur diagnostic, ils ont inventé leur propre système de classification. Et si les critères de ce système sont trop larges ou trop restreints, le risque d'erreur de diagnostic augmente. Bah ouais, et c'est pour ça que moi je comprends les gens qui remettent en question la dysphorie de genre. Après, moi, c'est un concept qui m'aide un peu à me repérer, parce que je ne sais pas comment nommer autrement ce que j'ai vécu très tôt dans ma vie. Mais je comprends que... Enfin, voilà, quoi. Je comprends qu'on soit anti-psy du point de vue anti-trans. Enfin, pas anti-trans, anti-dysphorique, quoi. Enfin, Pourtant, c'est encore toute la base de la psychiatrie. On peut donc aller encore plus loin en contestant le concept même de pathologie mentale. Bon, je vais dire une banalité, mais les concepts de normal et d'anormal sont parfaitement subjectifs. Mais pour autant, c'est bien la sensation qu'un comportement est anormal qui nous conduit à le définir comme pathologique, avant même de penser aux notions de bien-être et de qualité de vie du patient. C'est d'abord parce qu'on constate qu'un comportement est déviant qu'on se met à inventer des critères de diagnostic et à les inscrire dans le DSM. En France, l'homosexualité a bien été considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1992. Il ne faut jamais oublier que la psychiatrie a très souvent servi d'outil de répression politique. Un très bon exemple, c'est le cas de la schizophrénie torpide, une maladie ok, je connais pas. créée de toutes pièces en collaboration avec le KGB et utilisée en Union soviétique pour réprimer et enfermer les opposants au régime. Des exemples comme ça, il y en a plein et c'est tout à fait compréhensible. Désigner ses opposants comme fous, c'est l'outil parfait pour Ok. faire en sorte que personne ne les écoute. Et surtout pour punir, enfermer et faire taire en faisant mine de les soigner. Alors évidemment, je dis pas que toutes les maladies mentales sont inventées de toutes pièces. Personnellement, je suis handicapé tous les jours de ma vie parce que mes tocs me font perdre un temps fou ou tout simplement parce que j'arrive pas à sortir de chez moi. Mais je pense qu'il est bon de toujours rester un peu critique sur la question du diagnostic en psychiatrie. Et surtout, de ne pas oublier que ce qu'on désigne tout naturellement comme un Un comportement peu complot-corps. Mais non, je trouve que justement, là, ça me rassure. Il a une position... Là, justement, il est pas bêtement à boulot. Il est précisément en train de dire, bah non, il faut rester sceptique, en fait. C'est la meilleure position. Moi, je suis d'accord, en fait. Faut être sceptique. Genre, même quand moi, je dis que j'ai un TDA, je sais qu'au fond, c'est peut-être pas exactement ça. C'est juste que je me reconnais un peu dans le truc, quoi. Du coup, j'ai envie de voir ce que ça me fait la Ritaline pour voir si ça m'aide. Mais bref. du diagnostic en psychiatrie. Et surtout, de ne pas oublier que ce qu'on désigne tout naturellement comme un comportement déviant est largement influencé par le contexte social dans lequel nous évoluons. Un autre phénomène assez parlant, c'est cette manière qu'on a d'inscrire le diagnostic psychiatrique dans l'identité même du patient. Par exemple, Faut lire Nietzsche aussi. Ah non, moi je suis pas d'accord. Nietzsche est une inspiration qui a permis à Foucault d'être Foucault. En fait, l'apport de Nietzsche, c'est la généalogie. La généalogie des concepts et des grandes notions de notre époque. Donc il faut lire Foucault. Désolé, mais si vous voulez commencer quelque part, lisez Foucault. Nietzsche, c'est bien, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais Nietzsche, c'est des aphorismes de cons, compliqués à comprendre, et voilà. Et il faut pas si tu veux t'intéresser à la question précisément, ne commence pas par Nietzsche. Mais après, une fois que tu t'intéresses au truc un peu méta, bien sûr que Nietzsche a été un apport précis. Mais désolé, mais l'un des autres apports précis au courant antipsychiatrique, c'est Marx et c'est Kant aussi. Dans l'apport constructiviste, en fait. Parce que l'antipsychiatrie dérive du constructivisme. Par exemple, le constructivisme, en fait, pour vous expliquer, par exemple, quand Marx dit qu'il y a des classes sociales antagonistes qui mènent une lutte, il est constructiviste. Il est en train de dire que, en fait, dans la population, ces catégories se sont construites en fonction des rapports de force. Voire même, il faut aller plus loin que ça. Il faut assumer que d'un point de vue politique, on construise des catégories et qu'on choisisse de construire certaines plutôt que d'autres. C'est pour ça que les gens qui sont anti-psy, ils sont pas forcément contre les diagnostics. C'est juste qu'ils choisissent que certains les intéressent plus que d'autres. Et que certains, au fur et à mesure des expériences de chacun, se révèlent quand même bien plus pertinents que d'autres. Et qu'il y en a certaines qui sont liées à juste des outils de contrôle et de catégorisation qui permettent de... Voilà, quoi. C'est pour ça que, désolé, il y a plein de
Il y a plein de pipous qui vont pouvoir te dire qu'ils détestent les psychiatres, mais qui vont pouvoir dire qu'ils sont TDA, TDA machin et truc. Parce que ça, pour eux, c'est plus logique. Enfin, ils comprennent le truc. Et après, il y en a plein aussi qui aiment bien être chouchoutés parce qu'ils ont des problèmes mentaux, quoi. Mais bon. Tout est la construction issue d'une construction. Oui, bref, oui. Bah oui. Voilà, restez sceptique. Et oui, mais au fait, on sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Bah vas-y, explique-moi pourquoi. C'est surtout les patients l'apport. La psychiatrie, c'est pas une entité homogène. Oui, mais dans nos sociétés, c'est quand même assez homogénéisé, quoi. Enfin, c'est... Je veux dire, n'importe quel hôpital psychiatrique est soumis à des règles, à des rythmes, à des cadences de réception de la patientèle. Alors, c'est pas la même chose partout en fonction de la population à gérer, mais globalement, il y a quand même une uniformité des savoirs et même de la manière dont on forme les psys, quoi. Donc, enfin, on peut pas se contenter de dire que c'est différent, qu'il y a des cas spécifiques. On peut quand même avoir un discours méta sur ce qu'est la psychiatrie, quoi. Je veux dire, tous les psychiatres se fient au DSM, par exemple. Enfin, pour beaucoup. Donc rien que pour ça, il y a un truc méta, quoi. Le DSM, c'est très méta. Oui, voilà, il y a un dictionnaire. C'est cette manière qu'on a d'inscrire le diagnostic psychiatrique dans l'identité même du patient. Par exemple, on dit « je suis bipolaire » ou bien « je suis dépressif ». C'est bien quelque chose de propre à la psychiatrie. On ne dirait pas qu'on ait le rhume ou le cancer, mais on a juste un rhume ou un cancer. Mais on envisage la maladie mentale comme quelque chose de fixe, d'intérieur à l'être. C'est du moins le discours qu'on tient quand on vous impose un diagnostic. Pourtant, ce qu'on va considérer comme un trouble psychiatrique, c'est parfois rien d'autre qu'une réaction à son environnement. Avant, on diagnostiquait assez facilement une dépression dès qu'un patient osait dire à son psychiatre qu'il se sent triste depuis plus de 2 semaines, mais maintenant, dans le monde médical, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le shit life syndrome, syndrome de la vie de merde. Une nouvelle expression qu'ont trouvé des médecins au Royaume-Uni pour décrire l'état de certains de leurs patients. Bah ouais. Cette idée que c'est plutôt des circonstances de vie merdiques qui nous rendraient dépressifs implique que cette maladie est purement contextuelle. Faudrait juste essayer d'améliorer sa qualité de vie et la maladie disparaîtrait d'elle-même. Pourtant, on prescrit encore quasi systématiquement des antidépresseurs à un patient dès qu'il se présente à son médecin en décrivant des angoisses, une perte de motivation ou une tristesse. Parfois, ils sont prescrits avant même de réussir à établir un quelconque diagnostic précis. Oui, voilà, la vérité, c'est que la plupart des psychiatres... Alors qu'il y a d'autres médicaments, hein. Devenir un go muscu, un go mosquée, il y a plein de façons. Il y a plein de façons de trouver d'autres manières de se soigner, quoi. ne savent pas faire... Mais c'est en fait, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est la construction d'une fiction sur soi-même. Quand le médecin te dit que le réel, c'est que tu es un malade, bah en fait, ça te rassure, quoi. Ça te rassure. C'est pour ça que t'aimes bien te conforter aussi dans... En fait, en tant qu'individu, la psychiatrie te détruit, mais elle t'offre quand même une conviction sur toi-même très rassurante. C'est qu'à partir de maintenant, tu peux cesser de te poser des questions sur toi-même et ce qui t'arrive, et tu peux te contenter d'écouter ce que ton psychiatre dit de toi-même. Mais c'est l'effet pervers de l'institution. C'est que ça crée des individus qui ne se posent plus de questions, quoi. Ça ne crée plus... Enfin, en fait, ça supprime l'aspect politique de leur existence. Bref, mais je vais me répéter. Grand chose de plus que d'imprimer des polycopiés ou prescrire des molécules en suivant une sorte d'arbre de décision sommaire. En gros, c'est presque au hasard, vous êtes leur cobaye, on va vous prescrire des médicaments juste pour voir ce que ça fait. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continue systématiquement de prescrire des médicaments psychotropes alors que la sphère médicale elle-même s'intéresse de plus en plus à ces démarches contextuelles pour traiter les maladies psychiatriques? Moi, j'en ai jamais pris des psychotropes, en vrai. Je crois que j'ai pris un Xanax une fois, mais voilà, c'est tout. Si votre psychiatre vous a déjà prescrit Ou alors j'ai pris de la morphine quand je me suis fait opérer des seins, j'étais sous morphine. Si votre psychiatre vous a déjà prescrit n'importe quel médicament, à part si vous avez eu la chance de tomber sur un aliéniste un peu plus empathique que ses collègues, vous vous souvenez peut-être qu'il n'a même pas daigné vous expliquer un peu comment ces molécules allaient agir sur la chimie de votre propre cerveau, ni même vous mettre en garde sur les potentiels effets secondaires que vous risquez d'expérimenter. Bah ouais. Alors oui, peut-être qu'il vous a vite fait dit que vous risquiez d'avoir la bouche un peu sèche, un peu mal à la tête, ou... Bah après je suis désolé mais mon dealer non plus, il m'a pas dit que j'allais devenir parano en fumant des spliffs. Après force à lui, il était pas au courant peut-être. Quelques vertiges, mais que ça devrait s'arrêter très vite dès que vous vous habituerez au traitement. Par contre, étonnamment, il ne vous a sans doute pas dit que vos antidépresseurs vous feront probablement perdre toute libido, voire même vous rendre impuissant. Et ce pendant... Ah ouais, hein, moi j'avais un médicament suppresseur de testostérone qui m'a flingué ma libido pendant 3-4 ans. Hein. Heureusement j'ai arrêté. Hein.
Bref. Antidépresseurs vous feront probablement perdre toute libido, voire même vous rendre impuissant, et ce pendant toute la durée du traitement. Et j'imagine qu'il ne vous a pas non plus parlé du risque, pourtant non négligeable, de PSSD. Et oui, aussi terrifiant que cela puisse paraître, c'est une vraie possibilité avec les antidépresseurs ISRS. PSSD, post-SSDI, SSRI, sexual dysfonction. Quoi? Faut lire la notice, voilà tout. Ah ouais. Hein. Mais tu crois que la notice, elle dit tout? Elle va te dire une population est à risque de trucs. Attendez, c'est quoi le truc là? Merde. Elle est où sa vidéo? PSSD. Post-SSRI. PSSD. Dysfonction sexuelle post-IRS, également connue sous le nom de syndrome post-IRS. Un trouble dans lequel les personnes qui ont pris des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou d'autres médicaments inhibiteurs de la recapture signalent des changements persistants dans la fonction sexuelle pendant une période prolongée, après avoir cessé de prendre leurs médicaments. Bien que cet état soit le plus souvent associé aux IRS, des syndromes similaires ou identiques ont également été signalés après l'arrêt de dire... je comprends pas tout. Parti socialiste suspectement douteux. En gros, ça baisse pas. Ok. En gros, le type d'antidépresseur le plus largement et le plus facilement prescrit. En gros, vous risquez de développer toutes sortes de dysfonctionnements sexuels persistants bien après l'arrêt du traitement et qui peuvent devenir chroniques et surtout irréversibles. Ah bah tiens. Mais les gens qui sont contre les bloqueurs de puberté pour les gosses, pourquoi ils parlent pas de ça? Pourquoi ils s'intéressent pas à ça alors qu'il y a genre 100 fois plus de gens qui prennent ça? Impuissance, troubles érectiles, baisse de testo et diminution de la qualité du sperme avec des dégâts sur son ADN. C'est déjà pas mal, et encore, on parle que d'un effet secondaire avec un seul type de médicament. En fait... T'as envie de rien, alors la baise. Moi je suis désolé, baiser ça peut sauver des gens. C'est voilà mon avis. Pas mal, et encore... Il suffit de voir les incels complètement fous qui veulent se suicider quoi. Des fois baiser ça les soigne. Hein. On parle que d'un effet secondaire avec un seul type de médicament. En fait, ils jouent juste avec la chimie de votre cerveau, alors que eux-mêmes comprennent à peine la complexité des interactions entre les molécules qu'ils nous prescrivent et tout le système endocrinien du cerveau. D'ailleurs, votre aliéniste se gardera bien aussi de vous prévenir du sevrage des antidépresseurs. Pourtant, il vous force presque à vous engager dans une relation longue. Encore une fois, quand vous êtes un aliéné, la notion de consentement éclairé n'existe pas en général. Putain, mais en fait, je suis en train de me dire, il faudrait faire un jeu, il faudrait faire un RPG. Un peu comme Darkest Dungeon, où quand vous avez des traits de caractère, il y a toujours un malus, ou quand vous avez des items, il y a toujours un malus. Sauf que là, vos personnages, ils prennent pas d'expérience, ils gagnent pas de niveau. Et par contre, vous pouvez les foutre sous médicaments. Et en fonction de l'alliage de médicaments que vous faites, il y a des malus, mais il faut les équilibrer pour avoir plus d'avantages, quoi. En vrai, ça serait possible, hein. Roguelike psychiatrie de fou. Encore une fois, quand vous êtes un aliéné, la notion de consentement éclairé n'existe pas. En général, on prescrit des antidépresseurs sur des périodes d'1 ou 2 ans, parfois plus, parfois toute une vie. On m'a donné 200 mg de sertraline à prendre chaque jour, sans jamais me prévenir que si j'avais le malheur d'oublier de prendre mes médicaments ou de faire renouveler mon ordonnance, je serais pris de vertiges horribles en plein milieu de ma journée, que je vomirais mes tripes dans la rue et quel enfer. Surtout, on m'a jamais parlé du phénomène pourtant très courant des brain zaps. Les brain zaps, en gros, c'est juste une sorte de décharge électrique qui vous foudroie directement à l'intérieur de votre cerveau. C'est extrêmement perturbant, ça vous empêche de parler et ça arrive quasiment toutes les 30 secondes. En boucle. Mais bon, rien de... Et c'est ça, c'est comme ça que tu dois être heureux. Ta vie, c'est d'être heureux, mais toutes les 30 secondes, tu l'es pas, quoi. Très grave. Il me suffisait de rattraper la prise de médicaments que j'ai manqué et ça allait mieux. Le vrai enfer a commencé quand mon agoraphobie et mon anxiété sociale m'ont complètement empêché de sortir de chez moi et donc d'honorer mes rendez-vous. Je sais, c'est de ma faute, je prends mes responsabilités, c'est parfaitement déconseillé d'arrêter d'un coup un traitement aux ISRS, en plus je le savais. Je pensais que j'allais vomir un peu, avoir des vertiges comme quand j'oubliais de prendre mon médicament. Jamais j'aurais pu imaginer que les vertiges constants et les coups de jus dans mon cerveau dureraient plus de 6 mois. 6 mois à avoir des décharge électrique dans mon cerveau toutes les 30 secondes. Impossible d'essayer d'avoir une conversation normale avec quelqu'un. C'est une dinguerie. J'étais tout le temps coupé par des sortes de mini-spasmes qui accompagnaient les décharges électriques. En boucle. Si vous voulez mon avis, c'est presque de la torture. Putain, j'ai échappé à ça. Hein. J'ai échappé de peu à ça. En fait, c'est ça qui m'a... Ouah, je me rends compte à quel point j'aurais pu finir comme ça aussi, hein. Moi, quand on m'a dit agoraphobie, qu'on a commencé à vouloir me prescrire des trucs, heureusement que j'ai eu une daronne flemmarde qui est pas allée à la pharmacie chercher la prescription. Hein. Sinon, j'aurais fini. Waouh, ça me fait bader de réaliser à quel point. Bon,
psychologique. Le pire reste quand même les antipsychotiques et surtout en milieu hospitalier. Déjà, Après, je dis ça, mais j'imagine que dans le chat, là, moi, je vous connais, hein. Les Jean-Michel RSA, trauma de la vie, qui se rincent sur des streams de gauche parce que ça leur donne des raisons de vivre. Je vous aime, hein. Après, des fois, vous êtes bizarre, vous ressemblez à Seigle Fumeux, on comprend pas ce que vous dites. Mais je vous aime quand même. Mais oui, j'imagine qu'il y en a certains, ils ont pris des trucs, hein, sur ce chat, non? Vous voulez en parler, allez-y, hein. C'est peut-être le moment, si vous avez envie de trauma dump. Je vous autorise à trauma dump. Je vous lirai, je ne vous lirai peut-être pas. Mais il y a des gens pour vous lire dans le chat. Si vous voulez trauma dump, ça vous fait du bien, allez-y. dans le cadre d'un hôpital ou aux urgences psychiatriques, Comment tu sais? Bah, c'est parce que ça ne m'étonne pas, en fait. il faut savoir qu'on a le droit de prescrire des dosages bien plus élevés que ce qu'on a l'habitude de faire en simple consultation psychiatrique. Et là, c'est encore pire, on vous explique rien du tout. On vous tend juste une petite pilule bleue dans un petit gobelet en plastique et vous êtes sommé d'avaler le contenu du gobelet sous surveillance de l'infirmière. D'après mon expérience, je pense que la camisole chimique est indéniablement bien plus cruelle que les dispositifs de contention physique. La contention physique est violente, quoiqu'elle peut parfois être apaisante, mais sous antipsychotique, je n'arrivais même plus à fermer la bouche. La camisole chimique 44 ans, passé la moitié de ma vie en HP psy, j'ai bien vu les évolutions. Waouh. Ah ouais, il y a des briscards, hein. J'avais arrêté les ISRS d'un coup. J'ai galère pendant une semaine, mais pendant 6 mois, j'avais des crises d'angoisse. Après, ça va mieux maintenant, j'avais la rage de m'en sortir. Non? Attends, je vous lis un petit peu, du coup, ça m'intéresse, après on reprend. Je supporte aucune molécule de recapteur de sérotonine. Devenais encore plus fou sous antidépresseurs, donc je laissais imaginer l'état de mon cerveau sous des gigadoses. Oui, puis j'imagine que le médecin, il s'en bat les couilles de vérifier si ça fonctionne, quoi. Il a juste filé un truc. À un moment, je prenais des antidépresseurs, 2 anxiolytiques, antipsychotines, somnifères, j'étais vraiment défoncé, mais plus d'angoisse. Ouais. Je prends toujours mes antidépresseurs après 5 ans parce que si je loupe une seule prise, un jour, j'ai ça, donc j'arrête pas. Putain, mais c'est pour ça que t'es la folle du bus de Cali. Ton secret, en fait. C'est pour ça que tu chantes alors que t'es mute. C'est les médocs. Après, il y a des millions de gens qui ont littéralement revis grâce aux antidep. Bah oui, mais non, mais c'est pour ça qu'il faut être... La question est complexe, quoi. Il faut interroger la biomédicalisation qui n'est que la seule solution pour que les gens tiennent dans cette société. Mais en même temps, bon, déjà, faut pas oublier que le mal précède la méta. Dans le sens où des gens qui allaient pas bien, il y en a eu bien avant que le capitalisme soit le capitalisme, hein. Durant le féodalisme, il y en avait, hein. On les mettait sur des bateaux. On appelait ça la nef des fous. Durant le Moyen-Âge, on les envoyait sur des bateaux et ils faisaient un petit tour en péniche. Et puis avant, des fois, on les mettait avec les lépreux. Enfin, voilà quoi, on les mettait un peu dans des endroits un peu reculés. Et puis s'ils chopaient la lèpre, bah voilà. On faisait un coup double, quoi. En plus d'être fous, au moins ils sont lépreux, donc en plus on les respecte. Parce que Dieu les éprouve dans leur léproserie. Ou sur des bûchers. Oui, bon après, sur les bûchers, c'était pas les gens qui allaient pas bien, c'était plus, à la limite, les gens qui avaient des maladies vénériennes. Parce qu'on savait que les maladies vénériennes, donc sexuellement transmissibles, étaient liées à une perversion. Enfin, on les liait à une perversion sexuelle, donc dès que tu te mettais à avoir une croûte sur ton pénis... Si t'avais une croûte sur ton sgeg, oui, tu pouvais finir sur un bûcher parce qu'on t'avait fait de la sodomie, quoi. Enfin, on pensait que t'avais fait de la sodomie. Il revenait du bateau? Bah, je sais pas, mais... En tout cas, c'était une manière de faire, hein, la nef des fous. Mais il y a plein d'œuvres, il y a plein de tableaux qui montrent la nef des fous. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est très mystique. Désolé, mais la nef des fous, c'était quand même... moins violent que après ce qu'on a fait de les enfermer, quoi. Parce que là, au moins, ils étaient sur un bateau. Des fois, ils vivaient entre eux de manière autogérée sur un bateau. Et puis, voilà, quoi. Quand le bateau passait dans un village, les gens avaient peur d'eux. Ils étaient un peu fascinés. Mais c'était un mode de vie d'exclusion, mais peut-être moins agressif que de les enfermer dans un asile, hein. Et puis, au moins, ils voient du pays, quoi. C'est Discord. Ouais, c'est un Discord, quoi. Ah ouais. NF des fous. Incroyable. Incroyable, hein. Mais bref, allez lire Foucault, hein. Foucault qui parle de tout ça, hein.
Sans Foucault, on ne serait pas forcément au courant, quoi. Mais bref, ouais. Plus cruel que les dispositifs de contention physique. Oui, au moins, ils sont pas drogués de force, quoi. La contention physique est violente, quoiqu'elle peut parfois être apaisante, mais sous antipsychotique, je n'arrivais même plus à fermer la bouche. La camisole chimique est une atteinte au plus profond de votre être. On vous rend bête, incapable de réfléchir ou de former n'importe quelle pensée complexe. On vous dépossède de tout ce que vous êtes. C'est quoi ton Discord Moufette? J'ai envie de voir à quoi ça ressemble un Discord de fou du bus. Eh bien, tiens, je remets le lien du Discord. Mais voilà, je le mettrai qu'une fois, hein, parce que c'est le pire Discord. C'est une expérience spéciale. Donc voilà. Il n'est absolument pas modéré. Bon, à part quand il y a des fous du bus, trop fous du bus. Ou de former n'importe quelle pensée. Mais moi, je n'anime pas non Discord. Hein. C'est un terrain vague, faites ce que vous voulez dessus, mais... Voilà, je vous bannerai si vous faites des dingueries. Complexe. On vous dépossède de tout ce que vous êtes. Je me souviens d'une anecdote particulièrement parlante à l'époque où j'étais encore hospitalisé en pédopsychiatrie. J'étais énervé, les journées en HP sont particulièrement vides et chiantes. Qu'est-ce que je pouvais faire dans ce contexte où je suis enfermé toute la journée, infantilisé et déshumanisé, et où Et quoi, tu fais rien? la distribution de pouvoir est de toute façon inégale. En Tu fais quoi, tu dessines? hôpital psychiatrique, l'aliéné n'a plus de droits humains. On se fait réveiller à une heure précise tous les matins, on doit se doucher à une heure précise sous la surveillance d'infirmiers, il y a des plages horaires où vous devez rester dans votre chambre, occupé à rien faire, et d'autres où vous avez le droit de lire un peu ou d'aller dans la salle commune. Tout votre quotidien est... En fait, c'est comme une école. C'est fou, hein. Finalement, les enfants, en essayant de les conformer avec l'école, on essaye d'en faire des individus normatifs, mais comme une prison ou comme un asile peut le faire, quoi. On doit se doucher à une heure précise sous la surveillance d'infirmiers. Il y a des plages horaires où vous devez... Oui, comme une prison, mais comme beaucoup de choses, hein. Mais encore une fois, lycée Foucault. Foucault, on a parlé aussi, hein. L'architecture moderne et la manière dont on a construit les écoles de la même manière que les hôpitaux, de la même manière que les prisons, de la même manière que les entreprises, avec des couloirs centraux et avec des bureaux sur les côtés, et au final, l'architecture se ressemble, et voilà. Bref. Restez dans votre chambre, occupé à rien faire, et d'autres où vous avez le droit de lire un peu ou d'aller dans la salle commune. Tout votre quotidien est soudainement régi par des lois tout à fait arbitraires parce que vous avez été jugé aliéné. Ce jour-là, je pensais qu'on allait me donner ma date de sortie, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je pète un plomb, je crie et je jette quelques coups sur le sol et dans les meubles. Je crois qu'après avoir passé plusieurs semaines ici, sans pouvoir sortir une seule fois ou même pouvoir ouvrir la fenêtre de ma chambre, que c'est une réaction tout à fait normale. Bah ouais. Tout le monde a ses limites, une sorte de point de rupture. Bah ouais, finalement, le truc te rend plus fou que tu ne l'étais en rentrant, quoi. Mais en tant qu'aliéné, je n'ai eu le droit à aucun dialogue, aucune empathie. On m'assène mécaniquement une dose d'antipsychotique pour me calmer. En fait, ce qui fait chier les psychiatres, c'est que leurs patients réfléchissent, en fait. Ça serait plus simple si c'était des moutons, quoi. Ils avaient pas trop de libre arbitre. Colère était une réaction normale et oui, il faut ouvrir l'angle alpha, quoi. Oh non. j'aurais dû avoir le droit de la traverser comme n'importe qui d'autre. Mais on ne m'y a pas autorisé. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir plutôt prescrire des antipsychotiques en faible dose à des patients simplement anxieux parce qu'ils sont beaucoup moins addictifs que les benzodiazépines. Pourtant, les effets secondaires des antipsychotiques sont particulièrement plus violents et courants que ceux des anxios et des antidépresseurs. Vous pouvez avoir des choses vraiment marrantes comme l'acathysie, c'est-à-dire une impossibilité totale de rester en place tout en ressentant un inconfort extrême dans tout son corps. Ou vous pouvez vous retrouver complètement paralysé, devenir incontinent, prendre énormément de poids sur une période très courte. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les effets secondaires des médicaments psychotropes, je vous invite à regarder ma tier list sur le sujet. Sinon, sur le subreddit r/antipsychiatrie, qui est une des plus grandes communautés en ligne autour de l'antipsychiatrie, c'est pas les expériences et les témoignages cauchemardesques qui manquent. C'est... Putain, mais moi ça c'est un truc que je comprends moins parce que je l'ai pas vécu dans ma chair de prendre des médocs comme ça. Après peut-être que je sais pas, je vais aller à Paris, je vais aller à Zawa Prod, mes patrons vont me rendre fou et puis je vais finir sous médoc aussi, hein. À supporter les manies de Dany là. Je vais devenir folle aussi, hein. Autour de Je l'antipsychiatrie, vais vivre en coloc avec Ilias, hein. C'est la meilleure manière de finir en asile, hein. c'est pas les expériences et les témoignages cauchemardesques qui manquent. C'est connu, les antipsychotiques amoindrissent vos capacités cognitives, et ce, parfois de façon permanente, si vous avez le malheur d'être sous traitement pendant plusieurs années consécutives. J'ai eu de la chance, j'en ai pas pris plus que quelques mois avant d'arrêter subitement quand je me suis rendu compte que j'étais lentement en train de devenir un zombie. Et pourtant, même après en avoir pris sur une période aussi courte, j'ai mis des années à récupérer
récupérer pleinement mes capacités cognitives. J'oubliais les mots les plus simples et j'avais du mal à penser conceptuellement pendant hyper longtemps. Il y a un livre assez bien de Joseph Chovanec qui s'appelle Je suis à l'Est et qui retrace un peu son parcours avec la psychiatrie et surtout comment il s'est retrouvé pendant des années à enchaîner des traitements psychotiques très lourds qui l'ont complètement abêti à cause d'une simple erreur de diagnostic. En fait, la plupart des médicaments psychotropes ne sont pas en soi particulièrement efficaces. C'est surtout le cas des neuroleptiques. On brime juste entièrement le cerveau et puisqu'il est complètement lobotomisé, il se calme. Aux yeux des soignants et de la société, il est moins déviant. Pourtant, le patient, lui... Putain, et qu'est-ce que ça coûte cher aussi pour la société, tout ça, en fait. Mais bon. souffre encore. Pour les antidépresseurs, c'est plus ou moins pareil. On imagine que le dépressif a une carence en sérotonine, on l'aide à en produire artificiellement plus. Mais c'est pas toujours efficace, encore moins sur le long terme, ou après l'arrêt du traitement une fois que le cerveau s'est bien habitué à travailler avec cette surproduction chimique de sérotonine. Bien entendu, encore une fois, je sais que ces médicaments fonctionnent très bien sur certains, qu'ils se sentent réellement aidés par leur traitement alors que leur maladie les incapacitait complètement. Je connais des gens qui n'ont même pas... Merci Ciasarello, soutien à Moufette. Mais non, mais c'est pas moi qui est dépressif là. C'est lui. Pourquoi me soutenir moi? Ou presque pas d'effets secondaires dérangeants. Non, non, ah non, pardon. C'est vrai, je souffre. Eh, je suis dépressif, regardez. Des fois, j'ai des phases comme ça où... Ah merde, j'étais en stream. Mon esprit s'est égaré, j'ai eu envie de tuer des gens. Mais ça va pas du tout, moi dans la vie, ça va pas du tout. Et vous pouvez me soutenir en faisant des dons. J'ai besoin de soutien. Mais cela n'empêche pas qu'on a le droit de parler de la réalité d'autres personnes dont la vie est ruinée par les traitements psychiatriques. Parce que oui, la psychiatrie... Là j'ai vu des lignes de lumière, ouais. J'ai vu un présentateur japonais là. Ça ruine bel et bien des vies. Biologistes, neurologues, scientifiques, tous s'accordent sur le fait qu'on est très loin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de développer des médicaments psychotropes censés guérir des troubles eux-mêmes sujets à discussion? Et surtout... Tiens d'ailleurs je sais pas si Slave tu verras ce react, peut-être parce que je sais pas. Mais je te conseille d'aller écouter la interview qui a été faite de Pas comme Tiellement par Danny Raz. Que pas comme Tiellement, il en parle pas mal. Et il a un discours assez cool. Enfin voilà, je sais pas, si ça t'intéresse. De comprendre comment fonctionne le cerveau. Merci Mala. Mais de toute façon, vieux man, hein. Vieux man, il est si fort. Il est si fort sur plein d'aspects. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de développer des médicaments psychotropes censés guérir des troubles? Non, faut pas dire qu'il est fort, il est gentil, pardon. Il est gentil. Psychiatrie, ça ruine bel et bien des vies. Biologistes, neurologues, scientifiques, tous s'accordent sur le fait qu'on est très loin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de développer des médicaments psychotropes censés guérir des troubles eux-mêmes sujets à discussion? Et surtout, comment est-ce que c'est possible que ces traitements soient distribués à l'aveugle, parfois sur la seule base d'un QCM? Ouais, mais après, moi, ce qui me fait peur, c'est que... Ce serait bien, en fait, de comprendre un peu mieux le cerveau. Mais c'est dans cette volonté-là qu'il y a eu l'eugénisme après. Hein. C'est comme ça que s'est développé aussi l'eugénisme, c'est dans cet élan-là. Donc, enfin, ça dépend au service de qui et de quel projet. C'est ça qui me fait toujours peur. Moi, des fois, je suis un peu rassuré par le fait qu'on n'y comprenne pas grand-chose et que du coup, on laisse un peu les gens tranquilles. Alors, ça dépend, hein. Mais regardez, demain, si on savait identifier ce qui rend les gens trans, si jamais il y a quelque chose qui les rend trans, bah, imaginons, hein, parce que la question trans est bien plus complexe que ça, mais imaginons un scénario où, je sais pas, on identifie un truc. Bah ouais, mais ce qui est un peu badant, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont proposer des traitements pour que ça n'existe pas. Alors que bordel, c'est quand même une richesse, hein, d'avoir des individus qui sont éprouvés par la vie, éprouvés par ce qu'ils ont à la base, et qui se construisent autour de ça. Et ça leur donne une profondeur aussi, un discours sur le monde différent, une perspective différente. C'est ce qui fait l'humanité, sa pluralité. Si on avait que des gens qui allaient bien, on se ferait chier, quoi. Donc des fois, la question c'est, est-ce que c'est pas mieux de ne pas savoir? Et d'avoir des individus qui gardent une certaine mystique à l'égard de leur existence. Après, en même temps, je veux bien comprendre qu'être full dépressif, avoir envie de crever, bon, c'est pas... Enfin, vaut mieux savoir comment t'aider, c'est sûr. Mais les dépressifs qui ont full envie de crever, ça fait des bons artistes aussi. Hein. Ça donne des sewer sluts bizarres, là. Ça donne des zoomers fous qui font de l'hyper pop. Mais après, malheureusement, ils meurent prématurément comme Sophie, quoi.
Il faut bien garder en tête que derrière cette manie à prescrire systématiquement des médicaments, même lorsque le patient a juste une vie de merde, il y a bien évidemment l'industrie pharmaceutique. Un psychiatre, en soi, ne sait rien faire d'autre qu'écrire des prescriptions. Et s'il ne peut pas vous prescrire quelque chose, il ne voudra pas vous traiter, il vous redirigera vers un thérapeute ou un psychologue, qui sont, soit dit en passant, encore plus des pseudosciences. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo à part entière sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, c'est avant tout de faire... Bah ouais, mais à la limite, je préfère les psychologues. Je sais pas, à la limite, je préfère les psychologues. Parce qu'au moins, même s'il peut y avoir un... En fait, ils sont moins agressifs parce qu'ils ont moins de contrôle sur toi, en fait. Mais après, le contrôle qu'ils peuvent avoir, c'est d'orienter la compréhension de ta propre vie vers quelque chose. Moi, j'ai essayé d'en revoir un récemment, parce que j'allais pas très bien, c'était courant juillet-août. J'ai été voir un psychologue, là, juillet-août dernier. J'ai fait 2 séances, ça m'a saoulé. Même si le gars était sympa, ça m'a saoulé. Et au deuxième rendez-vous, il m'a dit « Ah, j'ai pas de machine pour la carte bancaire. Je vais vous envoyer un SMS, il faut que vous payiez directement par SMS. » Je n'ai jamais payé. Je n'ai jamais payé sa séance, trop cher, là. J'ai gardé mon argent et je ne suis plus allé le revoir, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu... En fait, comment dire, c'est ça qui est horrible, hein. C'est que ça m'a fait aller mieux. Dans ma tête, ça m'a fait aller mieux. En fait, sa consultation m'a moins fait du bien que le fait de le baiser en payant pas sa séance à 50 €. En fait, ça m'a plus donné le sourire. De me dire, oh, je suis vraiment une merde, je vais pas le payer. Allez, c'est bon, hein. T'as plein de patients, là, tu les fais payer 50 balles. Au moins, moi, je suis passé, j'ai réussi à te baiser un petit peu, quoi. Let's go. Sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, c'est avant tout de faire du profit. Ce n'est pas les exemples de scandales de l'industrie pharmaceutique qui manquent, notamment la crise actuelle des opiacés aux États-Unis, qui est directement causée par le labo Purdue Pharma. Mais en fait, ouais, désolé, mais du coup, je suis dans ma tête. C'est parce que depuis longtemps, là, je voudrais faire une BD. Peut-être que ça va me déclencher. Peut-être qu'après cette vidéo, je vais avoir envie de la faire. Je voudrais faire une BD qui s'appelle Parler, c'est sale. Parce que moi aussi, ma vision vis-à-vis des psys, mais qui est une vision peut-être plus philosophique aussi, c'est parler, c'est sale. Mais dans le sens où, quand tu parles à un psy, tu provoques... Alors déjà, en fait, il y a 2 discours. Il y a le fait que c'est important parce que ça te permet de mettre des mots et de rationaliser ce qui t'est arrivé. Par exemple, un traumatisme. Ok, tu vas le revivre, ton traumatisme, mais le fait d'en parler à un psy, ça permet de mettre des mots et ça permet de construire du discours là où t'arrivais pas à le faire avant. Mais après, le deuxième effet, qui est pour moi, qu'on peut résumer à parler c'est sale, c'est que quand tu t'exprimes, mais même pas un psy, hein, c'est la même chose quand tu parles de ta vie à un ami ou à un pote. C'est que en fait, tu produis un état du monde, un état de toi-même, qui va devenir figé dans l'esprit de l'autre. Et peut-être que là où le psy c'est le moins pire, c'est que ton psy c'est pas ton pote. Donc ça va pas ternir ta relation si demain tu décides de plus voir le psy et que l'état du monde que tu lui as donné, l'état de la perception qu'il a de toi, bah tu peux t'en débarrasser, il suffit de plus aller voir le psy, quoi. Parce que tu regrettes peut-être de l'avoir orienté à te considérer de telle manière ou de telle autre. Je pense que c'est la meilleure utilité du psy. Mais là où parler c'est sale, c'est que regardez, si demain j'ai le seum de fou, je me réveille du mauvais pied et je me mets, en fait, je me réveille du mauvais pied et je vais pas très bien. Peut-être que je vais pas très bien parce que je sais pas, moi j'ai des courbatures ou alors j'ai bu la veille et tout ça. Et d'un coup, durant ma journée, je me dis putain, si je vais pas très bien, c'est parce que mon père me parle plus depuis 7 ans parce que je suis trans. Voilà, je vais me dire ça. Et je vais aller voir un pote et je vais être là en mode à chialer, je vais être en mode putain, mon père c'est un enculé, tu te rends compte, nanana. Et peut-être que 2 jours plus tard, je vais avoir un discours apaisé là-dessus. Je vais me dire oui, bon. En fait, c'est pas grave, genre c'est juste que j'allais pas bien ce jour-là. Et que bah, je repensais à cette relation avec mon père et que du coup ça me mettait à vif alors que la plupart du temps, mon père, je m'en bats les couilles, j'ai su m'émanciper de sa présence et tout ça. Mais là où c'est sale, c'est que mon pote, j'ai laissé un spectre, une image de moi chez lui. Lui, il va pas être conscient de mes changements d'état d'âme. Il va pas considérer le fait que c'était peut-être un mauvais jour. Il va considérer que j'ai fait un discours rationnel sur ce qui m'arrive en fait. Et ça, c'est sale. Pourquoi ?
Bah parce qu'en fait, on peut flinguer des relations, on peut se stresser soi-même très fort en donnant aux gens une image une image de nous, et après, derrière, on n'arrive pas à transformer le truc. Et des fois, c'est par exemple ce qui pourrit des relations au sein d'une cellule familiale, parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile avec les parents. Avec les parents, on dit beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses. Et je pense que vous êtes tout à fait conscient que, par exemple, parfois vos parents, ils pensent des choses de vous, et des années plus tard, même si vous avez changé, même si vous avez vécu des expériences qui font que vous êtes différent, vous vous sentez toujours comme une petite merde, parce que votre parent, ou alors votre proche, il vous voit toujours de la même manière que l'époque où vous avez été quelque chose, et vous avez laissé une trace dans leur esprit. Et ça, c'est dur, en fait. Non, rien à foutre. Bah, c'est la meilleure position, c'est de réussir à passer outre et être fier de soi, et de ne pas attendre des autres d'être confirmé. Mais nous sommes des êtres sociaux, en fait. Donc moi, je n'y crois pas à ton rien à foutre. C'est une manière de se protéger, de dire qu'on en a rien à foutre. Et la vérité, c'est que c'est faux. On se construit toujours dans le regard des autres, hein. On a besoin du regard des autres. Pour ça, entourez-vous. Entourez-vous de gens intéressants. Entourez-vous de gens qui ne sont pas bêtes, pas toxiques, quoi. Me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, c'est avant tout de faire du profit. Ce n'est pas les exemples de scandales de l'industrie pharmaceutique qui manquent, notamment la crise actuelle des opiacés aux États-Unis, qui est directement causée par le labo Purdue Pharma. L'industrie pharmaceutique va démarcher des médecins, financer des études parfois truquées, ou inventer complètement des concepts, comme cette idée du docteur James Campbell qu'il faudrait penser la douleur comme le 5e signe vital. Évidemment, il était membre de plusieurs comités de docteurs centrés sur le traitement de la douleur et fervent défenseur de l'usage d'Oxycontin pour traiter les douleurs chroniques. Tout ça pour dire que le lobbying existe bel et bien et c'est pas comploté. Putain, mais ça, je savais pas. Ça veut dire que quand un médecin il est à l'hôpital, il est en mode noter ta douleur sur 1/10, en fait, c'est un protocole qui vient d'un lobby pharmaceutique pour ensuite te droguer derrière. Waouh. De parler de Big Pharma. Ce sont avant tout des entreprises et la principale vocation d'une Désolé, mais les Big Pharma, c'est un peu une réalité, hein. Entreprise, c'est de faire rentrer de l'argent et pas de soigner des gens. Le labo Eli Lilly, dont j'ai déjà très brièvement parlé dans une tier list, a notamment été impliqué dans pas mal de controverses. Un patient sous Prozac, le médicament antidépresseur le plus vendu par Eli Lilly, a tué 7 personnes sous l'effet du médicament avant de mettre fin à ses jours. Le laboratoire était bien conscient du risque de cet effet secondaire, mais a choisi de les cacher et de soustraire des documents à la justice. Et c'est mais après, est-ce qu'il existe un médicament idéal? même pas la première fois. Ça a aussi été le cas avec Zyprexa, dont il faisait une promotion particulièrement agressive, en encourageant même les médecins à en prescrire pour des indications autres que celles pour lesquelles il avait été autorisé, genre pour la maladie d'Alzheimer par exemple. Alors que c'est surtout un antipsychotique particulièrement puissant, normalement utilisé dans le cadre de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Il a d'ailleurs des effets secondaires particulièrement ravageurs, puisqu'il y a un lien direct entre la prise de Zyprexa et le développement du diabète. D'ailleurs, l'agence de sécurité sanitaire française a carrément interdit aux représentants pharmaceutique d'Eli Lilly de distribuer aux médecins des documents promotionnels sur le médicament Alimta, un médicament pour le cancer, parce que des études cliniques y figurant étaient présentées de manière non objective. Franchement, bah, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi on permet encore à des labos de vendre, comment dire, de l'homéopathie et compagnie? Que la baise, elle est tout autre, hein, c'est pas le même registre, hein, mais bon. on pourrait parler des heures d'Eli. Quand est-ce qu'on s'attaque aux industries pharmaceutiques des anthroposophes, là? Lilly. Et d'ailleurs, sachez que George Bush, après avoir quitté la CIA, a activement œuvré à l'intérieur du laboratoire, mais vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc, les laboratoires pharmaceutiques sont des scammers nés. Ils n'ont aucune honte à mentir ou à dissimuler des informations si ça leur permet de défendre leurs intérêts ou de se faire plus d'argent, c'est un fait. Un des plus grands scams mondiaux, pour moi, c'est cette idée de déséquilibre hormonal quand on parle de la dépression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette théorie quelque part, voire même que votre psychiatre vous l'a expliqué avant de vous prescrire des antidépresseurs. Mais c'est pour ça, hein, moi je reviens sur un truc que je dis souvent, c'est que dans une société en meilleure santé, il faudrait faire des caisses de financement de chercheurs. Et les chercheurs qui développent ces médocs-là, ils le font en étant payés par l'État. Pas forcément dans les intérêts de l'État, c'est pas l'État qui fait des appels au projet, c'est juste l'État qui garantit à des chercheurs, à partir du moment où ils sont accrédités, qui garantit à des chercheurs un salaire. Et du coup, bah voilà. Mais c'est comme une caisse des artistes. À partir du moment où tu es un artiste et tu poses sur la table ton projet,
on te donne un salaire, quoi. Et on fait des caisses. Et ça veut dire que au-dessus d'un certain seuil de revenus, au-dessus en fait, quand une œuvre ou quand une recherche produit des comment dire produit des comment dire des médocs qui se vendent, quoi. Et tu taxes, en fait, tu taxes et la taxe revient à cette caisse. Et ensuite cette caisse finance les chercheurs et ainsi de suite, c'est la boucle. C'est pas déjà ça. Non, c'est pas déjà ça. Non. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup par des appels à projets. Ça veut dire que, en fait, les chercheurs, ils vont dans la direction des appels à projets qui sont comment dire. Par exemple, typiquement, on va prendre la comment on appelle ça? Pas l'entropie. Non, comment on dit quand les milliardaires ils donnent des sous en Amérique, là? C'était ça avant. Comment on dit quand les milliardaires ils donnent des sous? La philanthropie. Bah oui, vous allez avoir tel milliardaire. Il va dire oh là là, le cancer c'est horrible. Et il va dire ok, je donne 2 milliards d'euros pour le cancer. Et du coup, il fait un appel à projet pour que des chercheurs bénéficient de cette somme et puissent travailler sur le cancer. Mais du coup, il y a une sélection. Ce milliardaire a sélectionné qu'il allait donner son argent pour ça. Donc il y a un effet philanthrope un peu. Et en fait, c'est ce qui se passe, mais dans plein de domaines. Ça veut dire que ça dépend des fonds d'investissement, ça dépend des banques, ça dépend des gens qui décident de mettre leur argent pour faire des appels à projets dans telle direction. Mais ça veut dire qu'il y a tout un pan de la recherche qui n'est pas du tout financé parce que les gens s'en battent les couilles. Et ça ne fait pas œuvre de charité. Typiquement le Covid. Le Covid, avant qu'il y ait le Covid, tout le monde s'en battait les couilles. Il n'y a pas un milliardaire qui s'est dit « Le Covid, ça va être un problème, alors je vais donner des sous pour le Covid. » Non. On va faire donner des sous pour des œuvres qui, médiatiquement, c'est cool. Enfin, on va parler d'eux parce qu'ils ont donné pour le cancer. Qui est très bien, hein, je dis pas le problème. Mais du coup, en fait, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la recherche. Les chercheurs se mettent à être forcés, pour gagner leur vie, de travailler dans un tel domaine, et pas forcément dans ce qui les intéresse à la base. Je veux dire, moi, j'ai envie dans une société saine, un Jean-Michel autiste dans la recherche qui a envie de s'intéresser à la sexualité des fourmis, il ait un salaire pour le faire. Et tant pis si sa recherche sur les fourmis intéresse 10 personnes. C'est pas grave. Parce que plus on aura de chercheurs comme ça, plus on sera fort. Notre savoir culturel et notre savoir scientifique, il sera fort et il intéressera les gens. Et peut-être qu'on fera des découvertes où on s'attendait pas. Peut-être que le Jean-Michel qui s'intéresse au fait que les fourmis elles baisent, il va se rendre compte qu'en fait il y a une molécule qui est semblable à celle de tel animal et que du coup ça en dit long sur, je sais pas moi, l'évolution de l'espèce. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Beaucoup de la recherche, elle se fait aussi parce qu'on découvre des choses auxquelles on s'attend pas. Donc pour avoir une recherche saine, il faut des caisses de financement. Il faut qu'on fonctionne comme ça. Je connais exactement ce Jean-Michel autiste, il est financé, bien joué à lui. Bah ouais, il est peut-être financé, mais ça se délite, hein. Le CNRS, c'est comme tu dis. Ah ouais, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour le moment. Il faudrait que ce soit plus. J'ai un souci au coccyx, mais comme aucun chirurgien étudie ce souci, je peux pas me faire opérer. Il y a littéralement aucun pro qui opère car il s'en tape. Ouais. Bah ouais. Par contre, il en faut un pas plus. Sinon, c'est des zoophiles. Mais pourquoi? Pourquoi des zoophiles? Hormonal quand on parle de la dépression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette théorie quelque part, voire même que votre psychiatre vous l'a expliqué avant de vous prescrire des antidépresseurs. La dépression s'expliquerait simplement par un déséquilibre hormonal. Votre cerveau ne produit juste pas assez de sérotonine, c'est comme une carence. Du coup, évidemment, la solution toute trouvée, c'est de vous prescrire des antidépresseurs ISRS pour pallier à vos lacunes en production naturelle de sérotonine. Or, il n'y a aucune étude prouvant que ce serait ce déséquilibre hormonal qui cause la dépression. C'est une théorie purement inventée par les labos pharmaceutiques quand Eli Lilly a lancé le Prozac à la fin des années 70. Le but, c'était déjà, comme pour les psychiatres du 19e siècle, de pointer des causes biologiques à la dépression. Mais c'était surtout de vendre un maximum de Prozac en le présentant comme étant la solution idéale à ce déséquilibre hormonal aux médecins. Ça a plutôt bien marché puisque c'est, encore aujourd'hui, l'un des antidépresseurs les plus prescrits au monde et un des produits les plus
plus vendus d'Eli Lilly. En fait, c'est un peu le cas de tous les autres ISRS qui fonctionnent tous plus ou moins de la même manière en aidant votre cerveau à produire plus de sérotonine. Alors que l'idée que la dépression est causée par un manque de sérotonine est une sursimplification complètement erronée, une simple technique de marketing. C'est quand même horrible, hein. Ce genre de pub me traumatise, hein, parce que c'est littéralement un médoc pour aller mieux. Et en fait, juste, ça te montre des images de vie, genre, en mode les gens sont heureux de zinzin, mais tu seras heureux sous médoc, quoi, et rien d'autre. De la même manière, en aidant Regardez, je suis si heureux, j'ai le cerveau lavé, là. votre cerveau à produire plus de sérotonine. Alors que l'idée que la dépression Papy est complètement teubé, là, il me fait un bisou. est causée par un manque de sérotonine est une sursimplification complètement erronée, une simple technique de marketing de Big Pharma. Et si on met cette idée en perspective Baise-moi mon chou, je suis sous Prozac, quoi. au syndrome de la vie merdique dont on parlait tout à l'heure, on se demande si la surprescription d'antidépresseurs ne serait pas contre-productive, voire même nuisible, alors que dans la plupart des cas, il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur le contexte social dans lequel évolue le patient, son mode de vie, la qualité de ses relations sociales ou son travail. Est-ce que les antidépresseurs sont vraiment une solution appropriée ? Là, finalement, et c'est un antipsychiatre basé, hein. C'est un antipsychiatre basé. Parce que voilà, là où soyez pas bête, c'est que le discours principal en antipsychiatrie, c'est le sien. C'est un discours qui est vraiment sur ce truc de fuck comment dire, la biomédicalisation comme étant une norme et l'internement, et pensons au contexte social, politique ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça la position. Parce que généralement, en fait, on va très vite réduire le truc en mode vous voulez juste supprimer les psys. Alors que non, c'est pas ça. C'est le fait que toute l'institution est complètement malade de sa manière de traiter le problème. Donc, faut refonder la psychiatrie de la cave au grenier, quoi. Peut-être d'abord se concentrer sur le contexte social dans lequel évolue le patient, son mode de vie, la qualité de ses relations sociales ou son travail. Est-ce que les antidépresseurs sont vraiment une solution appropriée ? Et puisque le déséquilibre hormonal n'explique pas la dépression, est-ce qu'ils sont au moins efficaces ? En fait, il y a plein d'études qui tendent à démontrer que les antidépresseurs ISRS ne sont pas si efficaces que ça, et particulièrement sur le long terme. Ils sont presque glorifiés. C'est le premier réflexe des médecins de prescrire des antidépresseurs à un patient anxieux ou déprimé, parce que cette théorie du déséquilibre hormonal est encore particulièrement populaire. Et d'ailleurs, la plupart des médecins y croient encore. Lui, il a un TOC et dépression, il a aussi anxiété sociale et isolement social. Mais putain, ça me fascine quand même que quand t'as un isolement social, on te file un médoc qui peut te faire vomir et tout. C'est fou quand même. Genre, c'est pas comme ça que tu vas soigner ton... Putain, soigner l'isolement social, c'est se retrouver à vomir devant les gens, quoi. Tu veux être mon ami? C'est... Quel enfer. Quoi qu'il en soit, il est aussi difficile de parler d'antipsychiatrie que de parler honnêtement de comment les troubles psychiques peuvent réellement impacter la vie de quelqu'un. J'ai déjà dit avant qu'on me disait souvent que mon discours était dangereux. Récemment, on parle de plus en plus de maladies mentales, surtout sur les réseaux sociaux, avec un but à la base assez noble de vouloir déstigmatiser les troubles psychiques. Mais puisque ce débat se concentre essentiellement sur les réseaux sociaux, il faut quand même que tout soit esthétique, il faut faire des belles slides, et au final, tout est aseptisé, on lit toujours les mêmes conseils bidons. Je trouve que c'est parfaitement contre-productif. Et c'est peut-être pour ça qu'il porte des gants. Il a pas un genre de toc... peut-être qu'il a ça, un genre de toc... comment on dit là quand t'as peur d'avoir des bactéries ou... Ah mais non, en fait, tout simplement, genre... peut-être aussi, il a comme moi là. Il se ronge les doigts, les peaux et tout. Moi aussi, il faudrait que je porte des gants en fait. Si je veux me soigner. Hypochondriaque. Bah soit c'est ça, soit c'est autre chose. Moi je suis autophage. Je mange les peaux de mes doigts. Il faut quand même que tout soit esthétique, il faut faire des belles slides, et au final, tout est aseptisé, on lit toujours les mêmes conseils bidons. Je trouve que c'est parfaitement contre-productif. Au final, ça en devient encore plus difficile de parler honnêtement de ces troubles mentaux, parce que tout ce qu'on veut entendre, c'est les aspects mignons de la maladie, ceux qui font pas tâche sur un feed Instagram. Et bien entendu, ça induit forcément des gens à se reconnaître dans des points bidons à cause d'un biais cognitif que vous connaissez sûrement, et donc à se déclarer malade. Et pendant ce temps, aucun discours réel n'est possible. On ne peut pas parler d'une réalité qui dérange et en même temps on peut pas critiquer la psychiatrie. C'est aussi intéressant de remarquer qu'on pousse de plus en plus les gens à aller consulter. Il y a des TikTok qui font des blagues sur le sujet, des slides qui parlent de l'importance de la thérapie. Par contre, personne ne parle des abus de la thérapie et du danger des traitements psychiatriques. On dit et ouais, c'est un peu l'impensé pipou pour l'instant. L'impensé un peu pipou side de psychiatrie, c'est que ça veut beaucoup se diagnostiquer, auto-diagnostiquer, mais pour l'instant, l'antipsychiatrie, c'est pas encore le discours. Hein.
Mais tant mieux, c'est bien, ta vidéo elle va servir à ça aussi. Ça permet d'armer un peu ces gens-là. Aux gens d'aller consulter. Il faut pas non plus cracher sur le fait que quand tu vis dans une putain de société où tout t'invite à penser de cette manière-là et à respecter les hommes en blouse blanche qui te filent des médocs, bah faut pas non plus taper sur les gens qui se rendent pas compte du problème. Faut leur donner des armes et des outils pour réfléchir à la question. Donc soyez gentils aussi avec les Jean-Michel Autodiag, enfin voilà quoi. Soyez gentils un petit peu. C'est comme pour se débarrasser d'un fardeau sans rien savoir de l'efficacité. Ah, il est très très bon, ça se sent que c'est son sujet. Hein. Ouais. Et quelqu'un disait, il a bien digéré son somme. Bah oui, il est. À mon avis, il y a beaucoup d'affect hein, qui le mène à vouloir faire une vidéo comme ça, mais ça se sent qu'il a taffé son truc. Hein. De la thérapie. Par contre, personne ne parle des abus de la thérapie et du danger des traitements psychiatriques. On dit aux gens d'aller consulter comme pour se débarrasser d'un fardeau sans rien savoir de l'efficacité réelle de la consultation. D'ailleurs, surtout aux États-Unis, on commence à faire la promotion d'IA thérapeutes. Il faut armer les autodiags, ouais, il faut leur donner des fusils. Comme ça, quand ils ont leur personnalité bizarre là qui prend le dessus, ils vont tuer des gens et puis ça ira mieux. On se débarrasse complètement du problème, on isole complètement les personnes les plus vulnérables de notre société. Je ne dis pas que les gens ont le devoir d'écouter leurs amis parler de leurs problèmes par exemple, mais la notion de communauté, le fait d'être entouré, ou au final la simple discussion humaine non rémunérée et surtout sans échange de pouvoir inégal, c'est parfois bien plus efficace que de s'enfiler du tertian chaque soir. Les injonctions aveugles à se diriger vers la psychiatrie sont bien plus dangereuses que les discours anti-psychiatriques. La psychiatrie ruine bel et bien des vies. Aujourd'hui encore, j'ai des séquelles des traitements psychotropes que je garderai probablement toute ma vie. Et je suis loin d'être le seul. Je suis sûr que vous avez vous-même eu pas mal d'expériences d'abus de la part du corps psychiatrique. D'ailleurs, n'hésitez pas Bah oui, moi, vis-à-vis de la transidentité, oui. à me les raconter en commentaire, ça m'intéresse. Moi, j'ai passé de mes 16 ans à 21 ans à aller voir 5 psy différents. Ils sont tous restés là sur leur chaise à m'écouter parler et à me proposer parfois des solutions qui n'avaient rien à voir, quoi. Soit me filer des médocs antidépresseurs, soit me dire que le problème c'est mes parents et que je devais parler avec mes parents. Et du coup, j'ai fait l'erreur. Hein. Moi, il y a une psychologue qui m'avait dit ça quand j'étais encore plus jeune que ça. Quand j'ai parlé du fait que je voulais devenir une fille, on m'a dit bah c'est parce que t'as grandi sans papa. Et du coup, j'ai demandé à la justice parentale d'aller habiter chez mon père. Mais en fait, j'avais 13 ans et je me rendais pas compte que mon père, bah c'était un peu une merde quoi. Et que globalement, il n'a pas fait autre chose que m'enfermer à la maison et me frapper quand, quand ça allait pas, quoi. Pourtant, j'aurais dû le savoir. Hein. J'étais une enfant battue et à 13 ans, j'ai choisi d'aller vivre chez lui. Hein. Je suis un peu bête. Hein. Mais il fallait que je passe par là pour me rendre compte que c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Pire psy. Bah non, mais c'était sa manière à elle de faire. C'était ses outils à elle. Des fois, j'ai envie de la revoir parce que je l'aimais bien, cette psy. Je me rappelle, c'était une psy guadeloupéenne. Et donc, elle était assez catho. Donc, du coup, par exemple, elle comprenait pas les trucs de je veux devenir une fille. Pour elle, c'était pas, elle comprenait pas. Et derrière, elle donnait des exemples, voilà quoi. Elle était en mode, mais tu sais, moi, quand j'ai grandi, que j'étais enfant, on n'avait pas de chaussures, on se bandait les pieds avec du sparadrap et on allait à l'école comme ça. Moi, j'étais en mode, bon, bah, force un peu, tu vois. Enfin, voilà quoi. Respect. Mais bon, bref. Non, mais je l'aime bien. J'espère que je la reverrai un jour. On discutera. Dans leur formation, jamais ça aborde la transidentité. Oui, pour beaucoup, oui. Après, aujourd'hui, c'est en passe de changer un petit peu. Mais soyez pas bêtes quand vous entendez des discours en mode les milieux transactivistes sont de mèche avec les médecins. Mais c'est précisément parce que les médecins et les psys, ils sont pas formés. Donc ils vont demander aux associations de le faire pour eux. Ils vont essayer de se former auprès des assos. Au final, Et puis il y a aussi des psys dans les assos. j'ai pas de solution. Et d'ailleurs, je prétends pas pouvoir en proposer. Pourtant, c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent en commentaire. D'accord, tu critiques, mais t'as quoi à proposer? Je pense pas que ça soit mon rôle en tant que survivant de la machine psychiatrique. Je pense pas qu'on ait le droit de dénoncer des abus ou de parler de son expérience uniquement si on propose des solutions. Au contraire, il faut libérer la parole. On a le droit de critiquer la psychiatrie, surtout quand on en a été victime. Et surtout, notre parole vaut quelque chose, même si un médecin nous a un jour inscrit une prétendue folie dans un dossier médical. N'ayez pas peur de parler, restez critique et surtout restez anti-psychiatrique. Oui. Bah écoute, très très bien. Franchement,
En fait, j'ai eu un préjugé. C'est de me dire, vu qu'il est jeune, vu qu'il a peut-être un ressentiment peut-être pas assez travaillé, ce qui est un préjugé, du coup je m'en excuse. Je me suis dit que je serais peut-être pas d'accord avec lui, mais je me rends compte à quel point... Non, non, il sait très bien de quoi il parle, quoi. Et c'est plutôt moi qui ai appris des trucs. Moi j'ai plus ça... En fait, j'ai pas vécu ça dans ma chair. Du coup, j'ai moins cette expérience-là. Je suis passé, en fait, j'ai évité ce truc des traitements, comme je l'ai dit. Donc du coup, je comprends moins son expérience. Moi, c'est plus la side trans, mais la side trans, c'est qu'on on te charge pas de médicaments. On te met pas 10 000 médicaments pour que tu rentres dans le rang, quoi. On te file un traitement hormonal qui potentiellement est dangereux parce qu'on s'en bat les couilles des effets secondaires, oui. Mais c'est pas la même chose qu'être sous antidépresseur et se mettre à vomir en public et des choses comme ça, quoi. C'est plus insidieux. Bloqueur de puberté, la perte de libido, le fait que t'aies des méningiomes 10 ans plus tard, c'est plus insidieux les effets secondaires en général. Après ça va, je réagis bien au traitement, donc j'ai pas de problème. Du coup le chat est 100% anti-psy, tout sans nuance. Bah non, non, pas du tout. Moi je trouve que du coup c'est bien, c'est une vidéo qui en parle bien. Je conseille de la partager, quoi. L'androcure. Oui mais moi c'était pas l'androcure, c'était la chlormadinone. Il me faisait des effets de perte de libido, de dépression et tout. Et j'ai pris ça pendant 4 ans. Et après, j'ai été voir un médecin, je lui ai dit c'est de la merde, enlevez-moi ce truc de merde en fait. Et maintenant, je prends œstrogène et progestérone et voilà, quoi. Et bim, le follow en scred. Oui, il a une chaîne Twitch. Lotcon a mis le lien. Mais attendez, je vais faire un shout-out. Il a une chaîne Twitch, donc si vous voulez aller voir son stream et lui dire merci pour la vidéo. Il fait des streams avec son collègue... comment il s'appelle déjà? Voilà, allez vous abonner. Allez vous abonner si vous avez envie de dire merci pour la vidéo. Nedim, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est bien.